Ah, ça tombe bien, ça tombe avec une popular opinion, parce que Roman Reigns est excellent, que ce soit in-ring ou au micro. Et donc, du coup, on a chopé un tweet. Je préfère un mec mid in-ring et excellent en promo qu'un mec excellent en in-ring et mid en promo. Sans le mic, les émotions dégagées, la complicité avec la foule, les interactions, etc., ça manque trop de saveur. Je suis d'accord si on parle WWE. Si on sort de la WWE, c'est pas forcément les mêmes codes. Par exemple, la EW, tu peux être un excellent performeur et OSEF au micro, tu pourras quand même briller dans un produit EW qui a quand même des codes vachement plus indie malgré tout, ou TNA, ou peu importe. WWE, c'est un produit qui est tellement à part. C'est du divertissement sportif, c'est pas du catch à l'état pur, c'est du divertissement sportif. Genre, moi, un personnage comme Chelsea Green, chez les meufs, mais je préfère un milliard de fois un personnage comme Chelsea Green qui me fait marrer toutes les semaines et dès qu'elle est là, elle me raconte une histoire, elle me divertit, qu'une Charlotte Flair qui est une technicienne hors pair, mais quand elle parle, elle m'emmerde, tu vois. Mais ça, après, ça va être les préférences de chacun, les fibres de chacun, de ce qu'on préfère ou quoi. Mais moi, personnellement, je suis d'accord avec ce que tu as dit si on parle de WWE, effectivement. Ouais, parce qu'au final, ce qui est la promo, ça rajoute quelque chose à ton personnage et le in-ring, enfin moi je le vois comme ça entre guillemets, ça le confirme. Et encore des fois, il y a un décalage entre ce que tu peux raconter au micro et ce que tu racontes in-ring. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'à la WWE, tu vois, genre, c'est peut-être un populaire opinion, vous avez prévu ou pas, mais par exemple, moi, Dolph Ziggler, Ricochet, les gens disent c'est un fumble, ils n'ont jamais exploité au maximum de ce qu'ils ont eu. Moi, je vais aller plus loin. Dolph Ziggler a eu beaucoup plus qu'est-ce qu'il aurait mérité d'avoir à la WWE, au vu de son profil. Le mec a été champion du monde 2 fois, il a eu la mallette Money in the Bank, il a eu des runs avec des légendes exceptionnelles et absolues. Alors que au final, Dolph Ziggler, quand il est dans un ring, c'est un excellent seller. Mais voilà, c'est tout. Et il a pas cette stature, d'autant plus avec les codes de l'époque. Il n'a pas cette stature d'un Seth Rollins, d'un Roman Reigns, d'un Cody Rhodes, d'un main eventer de ouf. Et Ricochet, je pense, honnêtement, moi j'aime bien dire ça. Pour moi, Ricochet est l'un des plus grands catcheurs in-ring purs de tous les temps. Et je pense qu'il s'assoit à la table des plus grands. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire de plus avec lui? Il prend un micro, t'as l'impression que c'est plus intéressant s'il coupait le micro que quand il parle, tu vois. Et on est à la WWE, mon tonton. Donc, si tu sais pas parler dans un micro, tu dépasseras jamais la mid-card. Ricochet, il ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'il a là. Il pourra avoir par la suite, s'il va en Indie et que ça devient une légende de l'Indie, il aura cette aura et cette stature qu'il n'a pas réussi à se créer en interne à la WWE, quoi. Mais du coup, ouais, à la WWE, un mec comme LA Knight, pour moi, a bien plus de chances d'avoir une grande carrière alors qu'il est loin d'avoir le in-ring de Ricochet que Ricochet. Parce que WWE. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah tiens, ton chouchou, Ilya Dragunov est le meilleur catcheur du monde. Ah oui, mais de très loin. Je te vois, j'ai regardé un peu. De très Enfin, très loin. j'ai regardé. Pourquoi Ilya Dragunov est le meilleur catcheur du monde à mes yeux? Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse honneur aux invités. Ok. Ok, alors pourquoi pour moi Ilya Dragunov est le plus grand catcheur du monde à l'heure actuelle? Parce que sa proposition in-ring lui permet aujourd'hui d'être face à face à n'importe quel catcheur dans le monde et être crédible dans une victoire. Et sa proposition est comme Dragunov. Tu vas me dire un Will Ospreay, un Kenny Omega, un AJ Styles. Ok, ces trois-là, je les mets dans la même catégorie. C'est des techniciens hors pair, ils sont dans les top catcheurs du monde sans aucun problème. Mais ce qu'ils font tous les trois ont des codes extrêmement proches. Et au final, aucun n'a ce petit truc qui fait que tu dis il est vraiment unique. Ils ont leur signature move, mais ils n'ont pas ce truc qui les rend extrêmement uniques. Will Ospreay, il a beaucoup d'intensité, Kenny Omega a beaucoup d'intensité, Jay Styles est très technique, Kenny Omega est très technique, Will Ospreay était technique, Ilya Dragunov, il est tout ça, mais dans un style de bagarre, il a un selling qui dépasse tout le monde, et surtout, quand il est dans le ring, il a ce persona unique qui lui permet de se démarquer de tout le monde. Tu vois un mouvement technique de Will Ospreay, c'est un mouvement technique que tu as l'impression de pouvoir voir exécuté par n'importe quelle autre personne comme lui, dans la catégorie des meilleurs techniciens au monde. On reste d'accord. Je suis pas en train de dire qu'il est nul. Hein. Mais alors qu'il est Dragunov, il te porte une close line. Il n'y a pas un mec qui porte la close line comme Dragunov. Dragunov, c'est Diving Senton. Il n'y a pas un mec qui porte une Diving Senton comme Dragunov. Son H-bomb, il n'y a pas un mec qui met un coup d'avant-bras comme Dragunov. Les chops de Dragunov sont totalement différentes des chops de Gunther. Il n'y a pas un mec au monde qui porte les chops comme Dragunov. Et il n'y a pas un mec au monde qui apporte autant de persona dans un catch aussi propre
que Ilya Dragunov. Encore une fois, ça c'est mon avis personnel. Hein. C'est à mes Ouais. yeux pourquoi je considère que c'est le meilleur du monde et qu'il n'y a pas un mec qui lui arrive à la moitié du tibia. Parce que ce qu'il propose est tellement unique que tous les autres, on pourrait les mettre dans des catégories assez similaires et ça se ressemble beaucoup. Alors que Dragunov, il n'y a personne qui ressemble à ce que fait Dragunov. Bah justement, dans le chat, il y a American Nightmare 91, qui nous dit dans un monde où Bryan Danielson n'existe pas, je suppose du coup qu'il serait le meilleur catcheur du monde. Donc, alors, là c'est ultra personnel. Daniel Bryan, alors là c'est unpopular opinion la plus grosse possible que je peux vous donner. Daniel Bryan ou Bryan Danielson, je m'en fous, je le déteste. Il n'a, à mes yeux, aucun charisme. Il ne m'intéresse pas quand il apparaît à l'écran. Il me donne envie d'éteindre ma télé. Le catch technique pur, ça m'ennuie à en mourir. Daniel Bryan, Zack Sabre Jr., 1 minute 30 devant ce match, ressenti 27 heures tellement j'ai envie de me couper les veines. Je déteste tout ce que fait ce mec-là. Je déteste tout ce que fait Daniel Bryan. C'est l'incarnation même de ce que je trouve ennuyeux et pas charismatique. Et là, les gens vont dire, ah bah alors t'es pas fan de catch. Ouais, je suis pas fan de catch technique pur, je suis fan de divertissement. Et le catch de Daniel Bryan m'ennuie à en mourir. Et s'il avait pas eu le Yes Movement, il aurait peut-être pas l'aura qu'il a aujourd'hui et l'attachement naturel que les gens ont envers lui aujourd'hui et ce côté sympathique. Et moi, j'ai détesté le Yes Movement comme j'ai détesté la Coffee Mania. Du coup, Daniel Bryan me rebute et quand il est dans un ring, ce qu'il propose ne m'intéresse pas. La seule chose que j'aime quand il est dans un ring, c'est quand son match se termine parce que je sais qu'on passe à autre chose. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est... Ah, je déteste Daniel Bryan. Je le hais au plus haut point. Genre, enfin, lui non, hein, mais sa proposition m'ennuie à mourir. Son catch technique, je n'aime pas. La technique, catch technique pure, ça m'intéresse pas. Moi, je veux du spectacle, ça pète dans tous les sens, mais côté divertissement et spectacle, pas je te fais une clé de bras qui est enchaînée avec une autre clé de bras, avec un truc à la jambe, avec arrête de faire des galipettes par terre. Si je veux regarder un match de lutte, j'allume les JO et je regarde les... Mais c'est vrai que... Je sais pas ce qui m'intéresse au milieu d'un ring. Moi, dans un ring, je veux que tu me racontes une putain d'histoire, tu vois. Du coup, ça correspond bien avec le NXT actuel. Ce que tu dis, du coup, c'est vrai que ça correspond bien avec le à ce que je exactement. regarde. Exactement, parce que je suis un mec qui kiffe le divertissement plus que le catch pur dans un ring. C'est pour ça que, par exemple, le catch japonais ne m'intéresse pas. Ça, je dis pas que c'est mauvais. Encore une fois, tout ce que je dis pas que c'est mauvais. Là, je parle de mes goûts personnels à moi. Genre, Daniel Bryan ne m'intéresse pas. Je dis pas qu'il est mauvais. Tout le monde dit que c'est un des meilleurs catcheurs du monde. Du coup, ok, bah, les gens ont sûrement raison. Juste moi, ça me parle pas du tout. Mais genre, pas du tout. Je le mets même pas dans mon top 50 des catcheurs que je trouve intéressants, Daniel Bryan. Même pas dans un top 200, tu vois. Genre, il m'ennuie au plus haut point. Mais pour le coup, c'est le fait de pas m'intéresser à lui joue aussi sur le fait que son passif m'a ennuyé au possible. Le Yes Movement, sa team Hell No avec Kane, quand c'était le rookie de The Miz, mais il était déjà meilleur que The Miz. J'en avais rien à foutre. Genre vraiment, c'est un mec qui m'a indifféré toute ma vie. Et aujourd'hui, le voir dans un ring, bah, ça m'indiffère tout autant qu'à l'époque. Nico préfère Bryan ou Jeff Hardy? Bryan ou Jeff Hardy? Vraie question. En vrai, vraie question. Je vais répondre Jeff Hardy pour les souvenirs, mais objectivement, Bryan quand même. Genre, Jeff Hardy, les souvenirs étaient sympas quand il faisait des matchs de l'échelle. D'ailleurs, c'est son seul vrai palmarès. Hein. Tout ce qu'il a eu après, c'est parce qu'il fallait boucher les trous. Mais ces matchs de l'échelle en tag team à l'époque, c'était rigolo, Jeff Hardy. Mais en vrai, quand même, Daniel Bryan, il a proposé des moments bien plus intéressants, des histoires bien plus intéressantes, des matchs bien plus intéressants et des émotions bien plus intéressantes que ce que Jeff Hardy a pu procurer de toute sa carrière. Donc Daniel Bryan, quand même, si je suis objectif. Bah, ça tombe bien en fait. Tu disais que tu pensais être le seul à détester Daniel Bryan, mais moi j'aime pas. Brooke, donc Young, il aime pas. Après, Steb, je sais pas ce que t'en penses, et Axe aussi était dit, mais déjà t'as déjà 3 personnes qui n'adhèrent vraiment pas à Daniel Bryan. Donc déjà t'es mon seul. Okay. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être le style de catch aussi que t'aimes pas aussi. C'est clairement ça. Ah, moi, comme disait le frérot là à l'instant, moi vraiment, je trouve qu'il ne dégage. Genre, tu mets Daniel Bryan devant moi, je le regarde, je fais, mais tu es qui? Je m'en fous de toi, tu me dégages rien. Tu vois. Genre là, tu vois, je suis dans Paris, là, je suis à Châtelet en ce moment même. Il y a une personne que je ne connais pas qui traverse la rue, qui est pas très bien habillée, elle dégage plus de trucs que Daniel Bryan. Genre, pour moi, il dégage. Tu vois, là, genre là, il y a une chaise trempée, d'ailleurs, parce qu'il pleut. La chaise trempée qui coule, elle dégage plus de charisme que Daniel Bryan. Pour moi, c'est l'incarnation même de ce qui n'est pas charismatique, Daniel Bryan. Et d'autant plus chez un catcheur. Il a rien, le bonhomme. Il dirait les bossus de Notre-Dame. Je sais pas, il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Je le vois, il m'intéresse pas. Dans son ring, il m'intéresse pas. Quand il parle, il m'intéresse pas. Ses histoires ne m'intéressent pas. Ça clique pas du tout, quoi. Ouais. T'as un avis bien tranché là-dessus. C'est cool.
Solo Sikoa est Ouais. la définition même du népotisme poussé à son paroxysme. Il n'est pas bon ni dans le ring ni au micro, son personnage est nul, même s'il a une petite amélioration. Il n'a pas eu un match solo en PLE depuis 7 mois et bim, il va faire le main event de SummerSlam. Ouais. Cette personne ne devait sûrement pas regarder NXT 2.0 quand Solo Sikoa y était, donc son tweet n'a absolument aucun fondement et aucune profondeur, puisqu'il parle de Solo Sikoa à l'instant T dans son personnage, qui est un personnage d'imposteur, où il doit justement passer pour un imposteur et passer pour quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui joue un rôle qui n'est pas le sien, qui est celui de Roman Reigns, qui est encore une fois l'un des plus grands de tous les temps et qui a incarné ce rôle à la perfection. Et le but de Solo Sikoa, c'est de provoquer le face turn organique de Roman Reigns sans que Roman Reigns soit ici, en s'attirant toute la haine possible et en passant pour l'imposteur qu'il est censé être. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire et il réussit à la perfection ce qu'on lui demande. Parce que je vous invite, enfin, je suis la personne qui a mis ce tweet, je vous invite à aller voir les promos de Solo Sikoa à l'époque NXT 2.0 où il n'y en avait pas un qui réussissait à lui arriver à la cheville, il les terminait tous. Et son in-ring de tous ces matchs qu'il a pu faire contre Gunther aussi à NXT 2.0 et tout le reste, tout ce qu'il a pu faire là-bas, je l'invite à aller voir ce qu'est capable de faire Solo Sikoa. Donc, si tu prends Solo Sikoa main roster et que tu n'as pas la connaissance de son réel talent, je peux comprendre cet avis. Mais quand tu connais le réel talent de Solo Sikoa, ça c'est un avis qui a un fondement. Voilà. Je sais pas J'en ce que. pense. Je sais pas ce qu'ils en pensent, les gars. Bah, moi en vrai, t'as vu l'explication de l'imposteur, ça me paraît crédible et tout, mais je trouve que Solo Sikoa, t'as vu, il dénote un peu par rapport à Jacob Fatou. Je trouve que l'arrivée de Jacob Fatou lui fait grave du mal pour moi. Après, Est-ce je veux bien. Est-ce que l'arrivée de Jacob Fatou lui fait du mal parce que tu connais Jacob Fatou de avant, ou juste Jacob Fatou dans le main roster, il fait du mal à Solo Sikoa? Parce que je te rappelle qu'encore une fois, l'arrivée de Jacob Fatou, de ce mec très très fort, arrive en tant qu'enforcer de la Bloodline. Et je te rappelle que dans une hiérarchie, généralement, le chef, c'est pas lui qui a les plus de compétences. Genre, tu vas à ton taf, généralement, ton chef, c'est même pas imprimer un fichier PDF, c'est toi qui vas lui montrer, alors que c'est lui le chef. Et du coup, il est dans ce rôle de responsable, et on rappelle d'imposteur. C'est-à-dire que, encore une fois, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et est-ce que le rôle, du coup, de Jacob Fatou, qui fait de l'ombre à Solo Sikoa, appuie pas encore plus ce côté imposteur, et donc fait que ça fonctionne encore plus, et que c'est ce qui est recherché? Ouais, je suis d'accord, mais Je je suis suis pas d'accord avec ça. Ah, mais je suis pas d'accord quand tu es dans le catch, c'est souvent le chef est pas souvent le meilleur. T'as plein d'exemples, le chef est le meilleur dans le catch, dans des clans. Tu prends Legacy, c'était Orton, c'était le meilleur du clan. Tu prends les Horsemen, Ric Flair, c'était le meilleur du clan. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, sauf que là, on est dans une hiérarchisation qui n'est pas simplement une faction de catch, on est dans une hiérarchisation familiale, dans une hiérarchisation de répartition du pouvoir familial qui va au-delà du catch. C'est juste que c'est une famille de catch, mais ce pouvoir va au-delà. Quand Roman Reigns dit à Jey Uso, j'ai déjà 5 enfants à m'occuper, tu crois que j'ai besoin de m'occuper de tes enfants. Les enfants de Jey Uso et Roman Reigns ne sont pas sous contrat à la WWE, tu vois. Et du coup, c'est une responsabilité de tribal chief, du chef de la tribu, qui va au-delà du simple je suis dans le ring et Jacob Fatou il fait des moonsaults et pas moi. Ça va dans le côté j'assume les responsabilités de la famille et je mets en place les actions qu'il faut pour assumer les responsabilités de la famille. Et si je suis à cette position-là, c'est parce que je suis le fils de, le frère de, le tonton de. Là où Jacob Fatou, malheureusement, il n'est pas assez positionné hiérarchiquement du côté des Fatou pour être à la place de Solo Sikoa. Donc Solo Sikoa a le trône parce que c'est lui l'héritier légitime, comme l'a dit Roman Reigns. Peu importe si les autres sont plus talentueux ou pas. Dans la hiérarchisation familiale, c'est Solo Sikoa qui doit avoir le trône. Et donc, dans le respect de cette hiérarchisation familiale, Jacob Fatou doit obéir à Solo Sikoa en tant qu'enforcer, peu importe s'il est beaucoup plus talentueux que lui. Après, bien sûr, ça peut rajouter des nuances dans le storytelling de Jacob Fatou. Au bout d'un moment, il en aura peut-être marre, parce qu'il sent qu'il pourrait prendre le pouvoir à la place de Solo Sikoa, puisqu'il le dépasse sur tous les domaines. Mais on n'est pas dans une simple faction de catch, tu vois. On est dans une faction familiale où il y a des règles de la ligne du sang qui prévalent plus que je fais des Summon Spike meilleurs que les tiens, tu vois. Oui. Après, le truc, c'est que là, vas-y, c'est encore frais parce qu'ils arrivent à amener des nouveaux membres et tout, c'est encore cool. Mais je sais pas combien de temps ils font durer ça, mais s'ils font encore durer ça 2-3 ans, au final, ça peut devenir redondant quand même, tu vois. Faut Ça pas dépend que ça. quand tu racontes l'histoire. Ah, mais au bout d'un moment, ça, ils vont ramener toute la famille, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ils peuvent pas tirer ça sur 15 ans. Même Bah, tu sais, 5 ans. il y a des clans qui existent depuis 10 ans et il n'y a plus un seul membre du clan originel présent dans le clan actuel. Ils racontent juste une histoire différente, ils la font évoluer différemment, tu vois. Moi, pour le coup, ça me choque pas. Genre, moi, j'ai pas la lassitude de ce truc-là.
Et comme ça se passe en ce moment, pour moi, ça se passe très bien. Solo est un imposteur absolu. Et d'ailleurs, une populaire opinion, il doit battre Cody Rhodes clean à SummerSlam en 1 contre 1 sans intervention pour qu'il appuie encore plus sa position d'imposteur à dire à Roman Reigns, regarde, moi, je l'ai battu Cody clean, t'as jamais été capable de faire ça. C'est moi le vrai tribal chief. Et là, tu rajoutes une nuance en mode Roman, c'est vrai que Solo, t'as pas tort finalement. Roman n'a jamais réussi à faire ça. Du coup, tu peux rajouter des nuances. Mais derrière, t'as aussi Jacob, ce fou, qui lui, in ring, est aussi plus fort. Et là, il pourrait se dire, attends, Solo, le pitre, il a réussi à battre Cody Rhodes, alors pourquoi moi, je pourrais pas réussir à le battre? Et tu peux créer des tensions à l'intérieur. Et puis après, tu peux faire évoluer le truc sur tellement de facettes et de possibilités. Parce qu'au final, ça reste quoi? Ça reste une histoire de famille. Et dans une histoire de famille, tu peux tout raconter en vrai. Ça peut durer. Genre là, on a ce truc de pouvoir, Solo Sikoa qui veut prendre le pouvoir de Roman Reigns, etc. Mais après, tu peux explorer d'autres choses une vraie guerre de faction. La Bloodline n'a pas eu de vraie guerre de faction, par exemple. Tu vois. Enfin, c'est une faction forte pour le pouvoir dans la WWE. On n'a jamais connu ça non plus. Tu peux faire avancer ça là-dessus. Et c'est une rivalité qui peut durer 1 an et 1 an et demi facilement, tu vois. Là, il y a la Bloodline 2.0. On parle de la Bloodline OG. Pour le moment, elle n'existe pas. Mais tu peux faire des guerres en interne comme ça, où tu peux avoir une séparation des pouvoirs. Tu peux avoir The Rock qui peut revenir pour rajouter des nuances dans l'histoire. Genre moi, ça dure 2, 3, 4, 5 ans, ça me choquerait pas. Je dis pas que je me lasserai pas sur le long terme, parce qu'il faut que ce soit bien fait, mais ça me choquerait pas, tu vois. Ok, ouais, je vois. Oui, après ça, c'est sûr que The Rock il va revenir pour apporter des nuances et faire évoluer l'histoire. Ça, c'est quasiment sûr. C'est ça, The Rock, même Ava Raine, qui est la GM de NXT, elle est absolument pas prête au main roster, elle est bonne à rien. Mais c'est un membre qui est à la WWE, un membre qui a du pouvoir à NXT, qui fait partie de la Bloodline, qui pourrait devenir du coup la general manager despotique de NXT, qui commence à call down les membres de la Bloodline juste pour les faire chier. Elle ramène Jacob Fatu à NXT juste pour l'emmerder parce qu'il commence à être trop fort dans la rivalité face à Roman Reigns, ou peu importe, ou dans l'autre sens, tu vois, ou elle recall down Roman Reigns pendant 3 semaines à NXT parce que Roman reprend le pouvoir sur la Bloodline de The Rock. Et genre, ça peut te créer des histoires de fou, tu vois, t'as encore plein de possibilités. Bon, après, Roman Reigns 3 semaines à NXT, c'est un peu utopique, mais c'est pour dire, dans l'idée, on peut faire encore plein de choses avec ce truc-là. Donc, moi, ça me choque pas. Comme ça se passe en ce moment, j'aime bien. Les gens ont beaucoup critiqué, mais c'est normal. Il y a toujours une période de transition. Post-départ de Roman Reigns, Solo, il allait pas arriver et dire c'est moi le meilleur, regardez, je suis le meilleur et je suis déjà le meilleur. Non. Fallait laisser se construire, l'arrivée de Tama, l'arrivée de Jacob. Bon, Tangaloa, il est arrivé, il doit arriver aussi, il a raté son arrivée, mais bref, il est là aussi. Tu vois, les choses se mettent en place et comme elle est actuellement, la Bloodline 2.0, moi j'aime beaucoup. Ça fonctionne bien. Solo, c'est un total imposteur. Tu dis, il a rien à foutre à cette place-là. Il s'invente une vie et il s'invente tellement bien une vie que ça fonctionne vu que plein de gens l'aiment pas. Et c'était le but. Et Roman Reigns est en train de face turn sans être ici. Du coup, moi, ça me plaît bien. J'aime bien. Ok. Le seul truc redondant, c'est que toutes les semaines, il tabasse Cody Rhodes et ses potes depuis 3 semaines et c'est la même fin à chaque fois. Ne spoilez pas le SmackDown d'hier, je l'ai pas vu du coup, mais. Ah, ça tombe ça, bien, va, ça nous non plus. Fatigant. Ok, Comme ça. fatigant. Mais après, donc pour toi, vraiment, après, le truc que je comprends pas, c'est. Tu dis, il joue le rôle d'imposteur, mais il doit quand même battre Cody clean à SummerSlam. Bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, Solo, c'est un imposteur. À nos yeux, c'est un imposteur. À nos yeux, il a rien à faire ici. À nos yeux, il est écrit pour être inférieur à Roman Reigns. Mais imagine, dans le ring, il réussit à battre Cody Rhodes. Et là, tu rajoutes un flou total et une nuance de ouf qui est et si c'était pas tant que c'est un imposteur? Et si c'était un imposteur parce que notre cœur nous dit que c'est un imposteur parce qu'on préférait Roman Reigns tribal chief, mais que notre tête est en train de se dire mais attends, il a battu Cody, ce que Roman n'a jamais su faire. C'est peut-être un imposteur que pour vous, mais dans les faits, c'est peut-être pas un imposteur. Et là, tu commences à te poser des questions, tu vois. Parce que Solo Sikoa, encore une fois, dans son talent pur, au micro, Solo Sikoa, il est 1000 fois plus intéressant que ce que Jey Uso peut faire, de ce que Jimmy Uso peut faire. Il est 1000 fois plus intéressant que la plupart des gens du roster peuvent faire. Et dans un ring, Solo Sikoa, ok, Jacob Fatu, il est au-dessus, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais Solo Sikoa dans un ring, ça peut être une menace aujourd'hui où il est invaincu pendant 1 an, tu vois. Et c'est normal, vu la menace qui est réellement Solo Sikoa. C'est juste qu'on le limite en ce moment pour ce rôle de les gens se disent, il a rien à foutre là, tu vois. Ok, ouais, pour moi, c'est juste, en fait, c'est ponctuel de l'histoire à l'instant T, 26 ou 27 juillet que nous sommes aujourd'hui. C'est ponctuel à l'instant T que Solo Sikoa ressemble à ça. Puisque si on sort du spectre Solo Sikoa, mais qu'on regarde l'humain et le talent au global, et qu'on prend sa carrière au global et pas à l'instant T, et que tu regardes ce qu'il faisait à NXT, Solo Sikoa, c'est une menace. Hein. Au micro, il fait pleurer tout le monde. Hein. C'est une menace. Hein. Ok, je sais pas ce que vous en pensez des autres, Seb, TJ, Axe, Mose. Bah, en fait, Bah, je sais pas si globalement- il pourrait vraiment avoir la possibilité d'avoir une pop comme Jey Uso par exemple. Parce que Jey Uso, oui, on le critique sur son ring,
mais en soi, il a réussi du coup à avoir les faveurs du public. Est-ce que Solo Sikoa pourrait réussir à faire de Après, même? après, je Ah, te si, mens sûr. pas, là, tu compares un Jey Uso qui a 15 ans de carrière à Solo Sikoa, c'est son année sophomore. Hein. C'est sa deuxième année Oui, main voilà. roster J'en et il a doute eu un pas, rôle mais- secondaire depuis qu'il est arrivé. Tout est possible. En vrai, tout est possible. Tu croyais que Baron Corbin, il allait popper comme il a popé à NXT, il pop en ce moment il y a 5 ans quand il mettait de la merde de chien sur la tête de Roman Reigns? Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Solo Sikoa face à NXT, faut voir comme c'était over. Hein. Solo Sikoa versus Grayson Waller à NXT, on va voir comment il était over Solo Sikoa. Après, Jey Uso, c'est encore autre chose parce que là, tu cites l'exemple d'un mec qui a bénéficié de l'histoire justement Roman Reigns et de la Bloodline plus que n'importe qui avec Sami Zayn, tu vois. Genre, il en a bénéficié de ouf. Du coup, c'était l'histoire la plus forte peut-être de tous les temps qu'on ait eu avec cette histoire de Bloodline. Et Jey Uso est un des éléments majeurs. C'est un des twists majeurs. Donc forcément, il y a aussi le booking qui l'a conduit à avoir cette pop, en plus de son capital sympathie naturel, du fait qu'il soit fun, qu'il soit cool, etc. On est d'accord. Mais le booking a aussi beaucoup joué là-dessus. Et avec un bon booking, tu fais faire ce que tu veux à n'importe qui en vrai. Ouais, ouais, je vois. Après, il faut ça, avoir c'est une vision un sur peu le plus long terme. Voilà, c'est Ouais, exactement. C'est une vision long terme parce que là, on parle de Jey Uso, 15 ans de carrière, Solo Sikoa, c'est sa deuxième année en main roster. Et pendant 1 an et demi, il a eu un rôle de personnage secondaire qui dit pas un mot au micro, alors qu'à NXT, c'était limite un des mecs les plus locasses, tu vois. Donc, c'est difficile à juger objectivement là-dessus avec ce qu'on a sous les mains. Même moi, je te dis, de toute façon, il popera jamais, je sais pas. Mais il en a le potentiel, ouais. Il y en a qui disent que Jay a pris la pop de Sami. Jay a beaucoup, bah déjà, on se rappelle qu'à la base, Jey Uso, il aimait pas Sami, c'était Jimmy qui l'aimait bien. Et pour je ne sais quelle raison obscure, le jour du procès de Sami Zayn, ils se sont dit, bah tiens, c'est Jey Uso qui va le défendre et pas Jimmy. Pour on ne sait quelle raison. Et depuis, Jey Uso, si, Jey Uso, il a commencé à popper parce qu'il a défendu Sami Zayn pendant son procès. Hein. Sinon, il popait zéro, c'était Jimmy qui popait. Donc, encore une fois, tu peux mener à ce que tu veux dans ton booking. Par contre, après, il faut que le mec soit capable d'assumer les responsabilités, ce que Jey Uso sait faire d'un point de vue gimmick, enfin d'un point de vue capital sympathie, jeu avec le public et tout, naturel, bien évidemment. Mais le booking a été dirigé dans ce sens pour que Jey Uso devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais. Roman Reigns est une fraude et c'est 1316 jours de règne. C'est de la rompiche, il est aussi mauvais in-ring, il se fait fracasser pendant 10 minutes, on le sauve, il met ses finishes, il est fini. Roman Reigns est le meilleur catcheur de tous les temps selon moi, la qualité de ses histoires mais aussi son charisme est meilleur que celle des autres légendes. Je ne parle pas de l'aspect in-ring mais... Écoute, Roman Reigns, est-ce qu'on a un catcheur plus Cleveland dans l'histoire que Roman Reigns? Je sais pas, là tu viens typiquement de décrire... En fait, là, les deux tweets décrivent Roman Reigns. Moi, je suis pas d'accord avec le deuxième et je suis pas d'accord avec le premier. Non, Roman Reigns n'est pas une fraude. Oui, la dernière année, il gagnait tous ses matchs avec des interventions. C'était pour déconstruire Roman Reigns et qu'une victoire de Cody Rhodes et que c'était surtout pour déconstruire Cody Rhodes qu'ils ont déconstruit Roman Reigns pour mener à cette histoire, Phoenix The Story, etc., etc. Pour qu'on ait un Roman Reigns plus aussi immortel et invincible qu'on a eu pendant des années. Puisqu'on rappelle quand même que monsieur a battu Brock Lesnar pour unifier les titres tout seul, avec une blessure à l'épaule ou je sais plus, ou le pec, une connerie comme ça. Donc, non, Roman Reigns n'est pas le plus grand catcheur de tous les temps dans le ring. C'est du catch, c'est du in-ring gimmick. Oui, c'est un des meilleurs de tous les temps dans le catch gimmick. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, surtout avec ses promos in-ring. Oui, sa dernière année était redondante puisqu'il il gagnait tous ses matchs avec intervention, etc. Mais c'était pour servir le booking. Puisqu'on rappelle que Big Dog, c'était immortel et ça battait qui ça voulait avec une main dans le dos. Et c'est le même bonhomme. Donc, d'un point de vue talent pur, Roman Reigns a ce qu'il faut pour assurer que ce soit dans des victoires gimmick pur, que ce soit dans des victoires in-ring qui fonctionnent. Oui, Roman Reigns est un bon catcheur. Non, c'est pas un des plus grands catcheurs de tous les temps in-ring. Oui, c'est une des meilleures gimmicks de tous les temps. Et oui, sa dernière année pouvait être redondante. Mais non, ce n'est pas une fraude absolue avec 1316 jours de fraude. Bon. Genre, tu vois, dans les deux avis, ils ont raison. Faut juste qu'ils soient nuancés un peu plus quand même. Ouais. Parce qu'on a trouvé ça long, je sais pas si je suis le seul, je kiffais beaucoup Roman Reigns, genre ça m'a fait chier qu'il perde à WrestleMania 40. Mais la façon dont il gagnait ses matchs, t'as raison sur le fait que c'était pour le déconstruire, mais ça devenait limite chiant de regarder un pay-per-view parce que tu savais comment allait se passer la fin du PLE en fait, si c'était Reigns en main event. Ouais, bien sûr, je comprends totalement. Genre, tu vois, par exemple, l'exemple typique, c'est le match contre LA Knight, tu vois. Littéralement, Roman Reigns, il gagne ce match parce que Jimmy Uso, il met la jambe de Roman Reigns dans la corde. Roman Reigns n'a rien fait du match. LA Knight l'a pulvérisé et il allait le battre en un BFT. Et du coup, ça a super bien construit LA Knight. Et Roman Reigns, ça l'a un peu déconstruit sans pour autant l'effriter, tu vois. Donc c'était un mal nécessaire, même si je suis d'accord que ça devenait redondant. Ça a été bien à partir du moment... Enfin, moi, ça m'a moins dérangé à partir du moment où ils ont mis le titre sur Seth Rollins poids lourd, qu'ils ont réintroduit le titre poids lourd.
Là, ça m'a beaucoup moins dérangé puisqu'il y avait du coup de la compétition majeure qui prenait sens en dehors de l'histoire pure, puisque Roman, c'est absolument pas un champion de catch. C'était une histoire qu'on nous racontait, c'était une série, c'était un film de mafia, c'était un thriller de mafia qu'on nous racontait. Et ce mec n'était pas un champion de catch, c'était un champion de storyline, dans la gimmick. Et ça posait problème, justement, pour avoir de la vraie compétition dans la main event picture, puisque du coup, il bouchait le truc parce que ça servait pas l'histoire. Là où, quand Gunther était champion, tu te disais, lui, s'il y a un mec qui est vraiment très bon in-ring, il peut aller titiller un Gunther et le faire tuer. Dommage, c'est pas Sami Zayn qui a gagné, mais tu te dis, là, il y avait de la compétition de catch pure. Seth Rollins, quand il a le titre pendant 6-7 mois, là, je sais pas combien, même un peu plus, 9 mois, c'était un champion de catch pur qui faisait des rivalités de catch avec des matchs de catch in-ring pur. Roman Reigns, c'était de l'histoire. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a moins dérangé, mais je comprends totalement les gens que ça a dérangé. Ouais. C'est pour ça que pour moi, les deux avis ont raison. En fait, les deux avis, c'est juste des avis purement ressentis émotionnels, sans analyse du truc, j'ai détesté ce que faisait Roman Reigns et du coup c'est une fraude absolue parce que c'est pas un champion de catch au final, ce que je peux comprendre. Et de l'autre côté, t'as le truc de Roman Reigns est le plus grand catcheur de tous les temps puisqu'il a eu un règne magnifique. D'un point de vue storytelling, oui, c'est peut-être le meilleur règne qu'on ait vécu de toute notre vie et qu'on vivra jamais de notre vie. D'un point de vue histoire et de tout ce qui s'est passé, c'est vrai aussi. Mais si ça te parle pas et que t'es plus un mec de catch, on comprend que Roman Reigns tu détestes. Tu vois. Après, est-ce que quand t'as vu deux avis contraires à ce point, c'est qu'en vrai t'es dans le bon, je pense. Surtout quand t'as un personnage comme Roman Reigns. Bien sûr, et c'est un heel en plus. Il est fait pour être détesté à la base, tu vois. Donc bien sûr, ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. Ouais, quand t'arrives à répartir les gens dans deux avis autant éloignés, c'est que la nuance elle est forcément au milieu et que du coup ton personnage là il est dans le bon. Pas comme à l'époque où ça forçait avec Roman Reigns en face. Exactement, mais là comme tu viens de le dire, c'est la définition pure. Dans le catch, il faut de la réaction. Il y a de l'extrême positif, de l'extrême négatif. Très bien, il y a des réactions. Alors que si t'es entre les deux et qu'il n'y a pas de réaction, c'est là que t'es pas intéressant et c'est là que ça fonctionne pas. Là au moins, les gens ont tous un avis plus ou moins tranché sur Roman Reigns. C'est-à-dire que Roman Reigns te crée des émotions et que tu l'aimes ou que tu le détestes, il fait du bien quand il est là. Ça veut dire. Ah ouais. Vous en pensez quoi? Hugo, t'en penses quoi? Bah écoute, globalement, c'est difficile de dire un avis contraire parce que Nico, pour moi, t'as tout dit. Bah... Donc ouais, moi je suis assez d'accord. Hein. C'est quand même un heel qui a permis de faire EP des stars, comme on a dit tout à l'heure. 1316 jours de règne, le seul point qu'on pourrait contester, bon, c'est fait que c'est surtout la dernière année, il n'y a pas eu beaucoup de défense de titre. Donc c'était un peu dommage, ça faisait un peu de la redondance. Mais voilà, après, je pense que plus le temps passe et plus je me demande même, je pense qu'il y avait deux doubles stratégies en fait. Il y avait l'idée à la fois de le protéger, parce que physiquement, il faut tenir 4 ans, il faut le faire. Donc peut-être que, bon, ça reste de l'hypothèse, mais peut-être qu'il y avait l'idée vraiment de le laisser en forme pour les grands événements, quoi, tout simplement. Je pense que tu as raison là-dessus. Et deuxième argument, je pense que c'est aussi le fait que ça devait entrer dans son personnage, parce que ça frustrait tout le monde le fait qu'il soit absent en fait dans les gros pay-per-view qu'il défendait pas. Ça me fait un peu penser pour le coup à Brock Lesnar. C'était un peu le même délire. À la fin, bon, le règne était beaucoup plus court, on est d'accord, mais c'était pareil, c'était le même délire. Il défendait jamais, ça devait gueuler les joues. Et pour Roman Reigns, c'était un peu le même délire. Donc je pense que, ok, on râlait parce qu'il défendait pas son titre, mais je pense qu'il y avait une double stratégie derrière tout ça en fait. Je vais rajouter 2 points à ce que tu viens de dire. Je pense qu'aussi sa maladie, on sait qu'elle est revenue un peu forte ces dernières années. Sa leucémie et tenir au niveau qu'ils tiennent les catcheurs à être dans 6 villes différentes par semaine, c'est chaud aussi. Donc je pense qu'il y avait aussi l'aspect vraiment santé pure de Roman. Et l'autre aspect, je pense, c'est qu'à partir du moment où TKO a pris la main, il y a eu cette volonté de construire les choses UFC, WWE avec des similitudes, des points communs. Et les combattants UFC se battent 2 fois par an et du coup, chacune de leurs apparitions est un événement. Ce qui était devenu les apparitions de Roman Reigns. Roman Reigns fait un match, bien que ce soit redondant. Roman Reigns, il a un match, tout le monde regarde. Roman Reigns, il a une promo, tout le monde regarde. Puisque vu qu'il est là, pas souvent, quand il est là, tout le monde veut voir. Moi, je l'ai vu aussi par rapport au stade de mes TikTok, tu vois, genre un TikTok Bloodline Roman Reigns, il faisait 5-6 fois plus de vues que n'importe quel autre TikTok, tu vois. C'est-à-dire que les gens attendaient Roman Reigns et du coup de ne pas nous en gaver, ne pas nous le mettre au fond de la gorge comme il disait avec le Big Dog sur 3 heures d'émission, il était là pendant 4h08. Là, au moins, quand il apparaissait, c'était pour être pertinent et pour créer de l'engagement. Je pense que c'était une double stratégie. Après, c'était à double tranchant, on est d'accord. Hein. Forcément, il y a des fois, il nous manquait aussi, on est d'accord. Mais je pense que c'était aussi ça dans la stratégie.
Puis ouais, bon, quand tu vois que maintenant bah, c'est Solo, ils veulent tous Roman Reigns à nouveau. Alors c'est là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait que bon bah d'un côté pour moi le personnage de Solo est réussi parce que ils ont réussi quand même à faire Roman Reigns, donc je dirais peut-être pas babyface, pas tout de suite, mais du moins à le faire face parce qu'au final il est réclamé de tout le monde et dès qu'il va revenir, bah, ça va être une pop incroyable. Moi, je pense pas qu'il sera face. Je pense juste qu'il sera normal. En fait, c'est comme LA Knight. C'est un mec, on peut s'identifier à lui, LA Knight, mais sans qu'il soit réellement face. C'est quand même un mec qui est bien vénère, qui va tabasser un mec sur sa pelouse, qui insulte tout le monde, qui fait des entrées par effraction pour aller pisser dans les piscines de stars. Enfin, tu vois, genre, c'est pas un face pur, c'est quand même un mec qui casse les couilles. Mais on aime bien comment il casse les couilles. Du coup, Roman Reigns, ça peut être un face, mais pas un face pur. Genre, juste un mec qu'on a envie d'applaudir pour le soutenir, parce que au final, on s'est tous un peu attachés à lui malgré son règne de tyran. Et du coup, on peut se mettre derrière lui, tu vois. Genre ça, ce que j'aime bien chez Triple H, c'est qu'il y a ce face heel, il est quand même pas mal flouté. Et du coup, c'est vraiment, tu t'attaches à des personnes plus qu'à des personnages, tu vois. Ouais, un twinner quoi. Ouais, voilà, mais même pas réellement twinner, parce que twinner, tu sais, c'est toujours, la frontière est floue entre les deux, mais ça reste des motivations de catch, tu vois. Genre, ça peut être un face, un mec qui a des motivations de face, mais qui va se comporter comme un heel. Alors que aujourd'hui, ça peut être un face qui a des motivations de heel, mais qui se comporte comme un face, tu vois. Et du coup, là, t'es plus en mode, ah ouais, genre en fait, c'est un salopard, mais il reste cool, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Genre le Don à NXT, c'est un mec qui met des boucles dans des coffres et qui les envoie au fond d'un lac et qui commet des meurtres une semaine sur deux. Et pourtant, tout le monde l'applaudit quand il est là. Genre, c'est pas un vrai face, c'est pas un vrai heel, c'est pas un twinner non plus parce qu'il a pas ce comportement de twinner. C'est juste un mafieux en fait, tu vois. Genre, c'est tout. Ouais, C'est une personne en fait. Tu vois, c'est plus un personnage. Puis il faut respecter le don, hein. Pas faut respecter les Don, bien sûr. Toujours. Ouais, non, je pense que Roman Reigns, dans tous les cas, c'est, comme je dis souvent, c'est un peu un Randy Orton, c'est qu'il soit face ou heel, il va être acclamé de la même manière, il va recevoir de la pop, donc il n'y a plus vraiment, quand tu arrives à un certain stade de ta carrière comme Roman Reigns, Randy Orton, John Cena, s'il refait un truc heel, mais j'y crois pas, c'est que tu vas plus être hué, tu vas juste être acclamé parce que les gens ils savent que, enfin ils t'adorent maintenant, c'est tellement rentré en eux ce que tu as fait pour le public en fait. Ouais, ils sont rentrés dans la prospérité, tu vois, c'est ça. Ouais, voilà. C'est que t'es le roi, tu fais des trucs bien, bah on t'acclame, tu fais des trucs pas bien, on t'acclame quand même. C'est ça. C'est ça. Bah, ouais, Roman Reigns, sa dernière année, hein, malgré tout ce que les gens ont pu en dire de sa dernière année, dès qu'il était là, ça popait. Hein. Ses entrances, tout le monde était debout, levait le doigt et ça criait quand il arrivait, tu vois. Donc, Ouais. clairement. Les gens oublient trop le Roman Reigns 2016-2019 qui était à chier. Bien Bah. sûr, mais c'est l'évolution. Hein. Stone Cold Steve Austin, je te rappelle qu'il était ravishing Steve Austin avec les cheveux longs et blonds, il se promenait avec le titre $1 million comme si c'était un fils d'aristocrate. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, celui-là. Hein. Tu vois, genre, John Cena, c'était le prototype, hein, à un moment. Batista, c'était Léviathan qui portait qui était un signateur de contrat avec des dents de vampire et une chaîne de vélo autour du cou. On l'a oublié aussi, celui-là, c'est normal. C'est les gimmicks de catch, ça évolue. C'est normal. Ouais, Bah. totalement. Surtout que de 2016 à 2019, c'est pas sa gimmick qui a fait son booking, c'est ça qui est différent, tu vois. Ouais. Après, bon, sa gimmick, en vrai, bon, c'était un babyface super-héros, mais un peu moins lisse que ce qu'on avait l'habitude, mais ça restait un babyface super-héros, quoi. Tu vois. En vrai, c'était une mauvaise gimmick, une mauvaise écriture, mais un mauvais booking, tu vois. Genre. Mais bon, Ouais, il faisait ce qu'on lui demandait, quoi. Kane, Ouais, était un, Kane était un dentiste. Il est dentiste de base. Ça, c'est vraiment une dinguerie, ça. Ah oui, Hunter aussi, au début, il avait une gimmick d'aristocrate. Bien sûr, voilà. Exactement. Ça, c'est- Hunter C'est le Hearst Helmsley, qui faisait des saluts nobles français, qui était fils de nobles français, voilà. Regarde ce qu'il est devenu après. Il demandait aux meufs de se foutre à poil et ils se branlaient dans les vestiaires pendant la DX, tu vois. Genre, c'est quand même des années-lumière du noble aristocrate 3 ans auparavant. C'était vraiment 3 ans avant DX, hein, ce truc-là. Donc, ouais, Oui, mais ça, franchement. c'est facilement oubliable. C'est facilement oubliable. Alors que Roman Reigns, quand même, cette époque-là, il a quand même été pas mal de fois champion du monde. Donc, t'as pas peur, toi, que si jamais il revient vraiment, si jamais vraiment, c'est vraiment conditionnel, si jamais vraiment il reprend un rôle de face pur, t'as pas peur, toi, que ces réactions de surpush reviennent si jamais son booking ne suit pas? Non, parce que même il a eu plein de titres, etc., Roman Reigns, c'était un personnage qui était forcé et ça a servi dans l'écriture à la création du Tribal Chief. C'est quoi le Tribal Chief? C'est un mec qui a voulu toujours faire les choses bien, qui a toujours tout fait pour aller dans le sens de ce qu'on lui demandait de faire. C'est un mec qui a toujours tout fait pour être honorable, pour être adulé du public. C'est un mec qui a toujours accepté tout ce qu'on lui lançait à la gueule et qui a fait face à tous les challenges.
et qui s'est pris de la merde dans la gueule de la part du public et de tout le monde. C'est un mec qui a toujours été détesté alors qu'il essayait d'être le bon gars. Du coup, il a dit, bah, vous savez quoi? Vous voulez pas me respecter quand j'étais le bon gars et que je me forçais à faire des choses qui n'étaient pas forcément moi, eh ben, je vais être moi-même. Le tribal chief, c'est moi. C'est moi maintenant, vous allez me reconnaître. Acknowledge me, je vous force à me reconnaître, bande de bouffons. Vous allez voir quand je vais être moi-même si vous allez pas me reconnaître. Aujourd'hui, je fais les choses à ma manière. Je veux être sur le toit du monde. Mon île de la pertinence, je vais la créer pour ma famille, pour être sur le toit du monde. Et il y a personne, rien ni personne qui pourra me dire comment je dois agir maintenant. Ce que je fais, ça vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. Ça vous plaît, eh ben reconnaissez-moi. Basta. Au final, le Big Dog, ça a servi le Tribal Chief. Sans le Big Dog, il n'y a pas de Tribal Chief. Sans la trahison de Rollins, il n'y a pas le Tribal Chief. Tout ça, c'était au final, c'était pas prévu à la base, hein, qu'on soit d'accord. Mais comme ça a été présenté dans le storytelling, ça fait du long-term storytelling. C'est quoi, meurt assez tôt avant de devenir le vilain, ou je sais pas quoi, tu sais, en gros, meurt en héros avant de devenir le vilain de l'histoire, ou je sais pas quoi. Bah, Roman Reigns, il a fait mourir le héros pour devenir le vilain de lui-même. Mais le vilain qui finit par avoir ce qu'il a toujours demandé, le respect des gens. Avec sa méthode à lui, qui est pas la méthode Big Dog de « Oh là là, je suis le gentil, aimez-moi ». Ouais. Du coup, pour moi, il revient face, mais le Big Dog est mort et enterré, quoi. Il y en a un qui dit le problème. Attends. Égal Machiland. Et qui dit le problème, c'est que Roman Reigns, sans titre, ça va être gigamine. En vrai, moi, je pense pas. Hein. Je pense que justement, il a atteint un stade de sa carrière où il a plus besoin de titre, en fait. Exactement. Pour moi, Roman Reigns, en fait, là, je vais faire le vieux con de ouf. Hein. Là, je vais faire le vieux con de ouf. Mais aujourd'hui, les gens, comme ils parlent de Roman Reigns et Rollins, ça me fait rire parce que dans 10 ans, ils s'apercevront que leur discours aujourd'hui vis-à-vis de ces personnes-là n'est pas pertinent. C'est comme moi, c'est comme si à l'époque, quand Undertaker en 2006 il perd un match contre, je vais dire n'importe quoi, contre Mr Kennedy, tu dis oh bah quand même Undertaker qui perd contre Kennedy, c'est débile, etc. Ouais, sauf que regarde, 10 ans plus tard, on a oublié ses défaites et ça permet de construire des personnages. Exemple mauvais, Kennedy est plus là. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Roman Reigns et Seth Rollins, dans le produit actuel, c'est l'équivalent d'un Undertaker et d'un Michaels pendant l'époque catch attack post-Ruthless Aggression. En fait, aujourd'hui, Roman et Rollins, c'est déjà des légendes. C'est des reliquats de la génération précédente. C'était une génération de merde, soyons d'accord, entre 2015 et 2020. Mais c'est les reliquats de cette génération qui sont les Taker, qui sont les Michaels, qui sont les légendes de l'époque actuelle. Et aujourd'hui, on est en train de construire des gens qui deviendront la légende des années d'après. Le John Cena d'aujourd'hui, c'est Cody Rhodes. Le Randy Orton d'aujourd'hui, c'est, j'allais dire LA Knight, qui est pas heel, mais c'est LA Knight. Et dans 10 ans, du coup, on s'apercevra qu'effectivement, Roman et Rollins sont les légendes actuelles. Et dans 10 ans, on parlera de LA Knight et Cody Rhodes comme aujourd'hui, on parle de Roman et Rollins. C'est juste l'évolution du temps normal. Et oui, aujourd'hui, Roman, t'as été très juste dans ce que t'as dit, il a plus besoin du titre. C'est déjà une légende, il a déjà kiffé. Il peut juste te faire kiffer et raconter des histoires, il a plus besoin de titre en vrai. Bah, surtout qu'en plus, quand tu regardes aujourd'hui, entre 2014 et 2020, la WWE, ils ont sorti 3 stars, c'est les 3 mecs du film. Sinon, ils ont sorti personne en vrai. Tu vois? Réfléchir en vrai, ouais. Bah, si, Bray Wyatt. Oui, il y avait Bray Wyatt aussi. Ah, c'est encore différent, Bray Wyatt. C'est même pas de WWE qui l'a sorti, c'est qu'il a fait un truc qui cassait tellement les codes que ça te rentre directement dans la tête, tu vois. Et en vrai, à part The Shield, ils ont construit qui en star entre 2014 et 2020 personnes. T'as pas totalement tort. J'avoue, là, je suis en train de réfléchir, et ouais, t'as pas tort. Si on compte pas les féminines, bien sûr. Il y a Bray Wyatt, Oui. mais Ah oui, c'est si on compte pas. Si on compte pas les féminines, oui, parce que sinon Becky Lynch, Charlotte Flair, oui, ok. Voilà. Mais tu vois, par exemple, Balor et Nakamura, ils auraient pu atteindre un nouveau niveau. Au final, ils ont fait régresser. C'est-à-dire qu'ils ont enterré des mecs qui auraient pu être encore des plus grandes stars. Ouais, bien sûr, mais totalement. C'est pour ça, en vrai, t'as raison, ouais, les mecs du film. Ouais, moi, je comprends pas. J'aurais dit Jay Styles, mais il était déjà connu en fait. Donc, alors, je sais pas. Jay Styles, c'était déjà une superstar avant. Voilà. Et Ah, Jay Styles, Non, mais Bray Wyatt, je trouve que c'est pas mal, mais c'est. comme Bray Bray Wyatt, Wyatt, c'est le personnage. Ouais, Bray Wyatt, en vrai, c'est compliqué, mais je pense que Bray Wyatt, ouais, aussi. Mais en vrai, Après, Jay Styles. oui et non, hein, il l'avait licencié quand même. Donc c'est qu'au bout d'un moment, il n'avait pas si créé que ça une star, tu vois, sinon il l'aurait jamais licencié à la base. Oui, mais au final, c'est quand même la WWE que derrière, il a réussi à percer, quoi. Oui, mais tu vois, dans le sens, créer une superstar. Au final, s'ils avaient vraiment créé une superstar comme Roman et Rollins, ils l'auraient pas licencié, tu vois. En fait, Oui, mais ils l'ont quand même créé, mais plus tard. Enfin, ça change rien après. Je sais pas, moi je trouve pas que Bray Wyatt il est au niveau de Rollins et Roman. Ah non, mais justement, c'est ce que je disais. Ils ont créé une superstar, mais évidemment, c'est pas au niveau de Reigns et Rollins, c'est sûr. Ouais, tu vois, pour moi, ils ont pas vraiment créé une superstar du coup. Tu vois ce que je veux dire? Genre,
Il y a eu des projets Je sais qui ont pas. pu fonctionner plus que d'autres, mais bon, pour moi, Bray Wyatt, il s'est créé tout seul, il aurait fait ça ailleurs, Ouais. c'était pareil. Regarde Joe Hendry, tu vois, genre pour moi, Joe Hendry, ce qu'il fait à TNA, c'est l'équivalent d'un The Fiend. Peu importe où tu le fais, c'est ta création artistique à toi, peu importe dans quel milieu tu te situes, l'entreprise dans laquelle tu es n'est responsable en rien de ce que tu es en train de produire, vu que c'est toi qui crée ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Après, Genre, je pour sais moi, pas à Bray quel point Wyatt, Bray avec Wyatt son avait The la Fiend main et mise tout, sur. Je sais pas à bah, quel c'est point. lui En qui. fait, ça, c'est le problème, c'est compliqué parce que je sais pas à quel point à l'époque, par exemple, Bray Wyatt avait la main mise sur ce qu'il faisait, tu vois. C'est compliqué parce que c'est des réponses auxquelles on n'a pas forcément. Enfin, je Bah, sais pas. de ce qui est sorti, Bray Wyatt avait un contrôle créatif majeur sur tout ce qu'il faisait. Sur absolument tout, et d'autant plus quand c'était The Fiend. Genre, apparemment, c'était le chef d'orchestre de son propre booking, d'un point de vue créatif, personnage, pas d'un point de vue résultat de match, etc., hein, soyons d'accord. Mais d'un point de vue personnage, univers et tout, c'est lui qui avait un contrôle créatif quasi total sur ce qu'il faisait, quoi. Donc, Il avait, pour moi, il s'est créé tout seul, quoi. il Mais avait deux c'est scénaristes respect pour lui, hein. attitrés, hein. Respect pour lui. T'as dit quoi? Il avait deux scénaristes attitrés, non, c'est pas ça? Ouais, c'est possible, c'est ça, tu vois. Genre, il avait vraiment un truc pour lui, en fait. C'est pas genre, il était au milieu. C'est pas LA Knight. Tu vois, genre, LA Knight, il était dans une tambouille de merde. Et du coup, il s'est retrouvé dans du booking de merde. Et il s'est dit, bon, bah, vas-y, je vais essayer de redevenir le LA Knight que j'étais avant. Mais du coup, il y a eu du booking qui l'a aidé petit à petit à exploser, malgré tout son talent. S'ils avaient décidé de continuer de l'enterrer, ils l'enterraient, tu vois. Et parce que c'était le booking, il en avait réellement besoin, LA Knight, pour exploser, même si c'est un peu nuancé. Là où Bray Wyatt, il faisait ses trucs et genre moi je détestais Bray Wyatt, tu vois, j'ai détesté The Fiend parce que je déteste ces trucs surnaturels. Mais force est de constater que ce qu'il faisait c'était unique et si tu kiffes, t'es à fond dedans et c'est normal, tu vois. C'est juste moi, c'est pas mon univers, mais je trouve qu'il s'est créé tout seul, tu vois. C'est pas un mec à la direction des WWE qui lui a dit bon Bray Wyatt, regarde, tu vas devenir The Fiend, tu vas devenir un monstre, tu vas faire ceci, cela, Firefly Funhouse. Non, toutes ces idées venaient de lui en fait. Ouais, mais regarde du coup, ce que je peux prendre en parallèle sur tes vidéos. T'as l'air de kiffer la Wyatic. Alors je sais qu'il y a Dexter Lumis dedans et Joe Gacy, donc peut-être que ça t'a aidé. Mais tu vois, c'est à peu près le même univers et pourtant, de ce que je vois sur tes réactions, t'as l'air de kiffer la Wyatic. Exactement. C'est là où t'as pas capté la nuance du coup dans mon discours. Je déteste le surnaturel. Wyatic, c'est Ouais. pas surnaturel, c'est spooky. C'est comme la Wyatt Family. Wyatt Family, j'adorais. Je surkiffais la Wyatt Family, le délire et tout. À partir du moment où c'est devenu surnaturel avec The Fiend, je déteste. Le surnaturel dans le cadre, je déteste. Pourquoi dire Là, Wyatic, c'est pas surnaturel, c'est du spooky, il y a pas de super pouvoir, il y a pas de tout ça. C'est des mecs, des humains qui ont une histoire et qui ont pété les plombs et qui sont devenus des espèces de monstres, mais ils ont pas de super pouvoir pour le moment, tu vois. Là où The Fiend, c'était un monstre de super pouvoir, tu vois. Et pourquoi t'aimais pas qu'est-ce qui t'attrayait pas là-dedans en fait? L'univers me parle pas, les trucs de base, moi j'aime pas tout ce qui est trucs d'horreur, films d'horreur, ça m'intéresse pas. Du coup, bah, c'est un personnage d'horreur, donc ça m'intéressait pas. Le truc de la Firefly Funhouse, c'est cette espèce de paradoxe entre Bray Wyatt, The Fiend, j'ai jamais accroché. Alexa Bliss, j'ai jamais aimé, donc quand elle est arrivée, je me dis en mode, bon, ok, elle est là, cool, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle fait, cette meuf, donc je m'en fous de ce qu'elle raconte là. C'est dans un univers qui me parle pas, donc y a rien qui me plaisait. En fait, là, c'est encore mes goûts personnels, tu vois. Genre, de base, moi, les trucs d'horreur, j'aime pas, Ouais. et les trucs surnaturels, c'est pas mon délire. Et du coup, bah là, t'as un catcheur qui fait des trucs surnaturels et d'horreur. Ok, bah fais, mec, hein, c'est cool, c'est juste pas mon univers, donc fais-toi kiffer, et ce que tu fais, c'est extrêmement réussi, mais je suis juste pas la cible. Ouais. Mais après, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, t'as vu, pour moi, les gens qui critiquent Roman Reigns et Seth Rollins, c'est juste des gens qui sont pas objectifs et qui abusent. Parce que si t'es un minimum objectif, je peux pas dire que ces deux mecs, c'est déjà des légendes en vrai, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est comme moi à l'époque. En fait, c'est que je me revois, moi, à l'époque, critiquer John Cena, dire que c'est la plus grande fraude de tous les temps, qu'il ne sert à rien, qu'il a tué tout ce qu'il fait, tout ce qui touche à John Cena, c'est pas intéressant. Parce qu'à l'époque, j'avais cette haine de John Cena qui a tué l'Attitude Era pour créer la PGRA. En gros, Cena, il a enlevé tous les codes de ce qui m'avait fait aimer le 4 pour créer son univers à lui. Et il y a rien qui m'intéressait dans son putain d'univers à lui. Du coup, Cena, je vais voir une haine profonde pour ce mec toute ma vie parce qu'il a tué mon enfance, en fait. Il a tué l'Attitude Era. Mais c'était un mal nécessaire. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai le recul, tu vois, je le mets dans le Mont Rushmore objectif. J'ai le recul pour dire John Cena, merci John Cena, et en plus, c'est un grand monsieur, tu vois. Et les gens qui critiquent Roman Reigns et Seth Rollins aujourd'hui, dans 10 ans, ils se diront, j'avoue, on a abusé, on avait en face de nous deux des plus grands de tous les temps, et on les critiquait parce que, à l'instant T du booking, ça nous fait chier parce que Rollins, il a mis des talons lundi dernier, tu vois. Genre, ouais, mais bon, frère, tu vois, on dirait moi qui m'énervait parce que Cena faisait le salut militaire alors qu'il n'était pas militaire, tu vois. Genre, c'est des arguments niveau zéro, tu vois. Genre, mais t'as vu encore l'argument de Cena à l'époque, bon il gagne tout, Roman Reigns il est absent, vas-y je peux comprendre, tu vois. Mais vraiment l'argument de Rollins en général c'est ouais il s'habille bizarrement, mais c'est pas un argument ça, genre. Ah, frère, ok tu peux ne pas aimer ses tenues, je t'avoue je m'habille pas comme ça, tu vois. Tu me montres ça comme tenue, je vais faire frérot, comportement wesh. Mais
ça sert le personnage, ça sert tout le truc, tu vois. C'est ça. Et t'aimes ou t'aimes pas. Mais encore une fois, il faut toujours se faire la part des choses entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Je détestais ce film, mais ça fonctionnait dans ce qu'il faisait. Après, d'un point de vue booking, c'était compliqué à mettre en place, mais je déteste Cody Rhodes. Je le hais au plus profond de mon âme, sa gimmick. Mais je suis objectif pour dire que le mec au micro est très fort, le mec dans le ring, il est très très fort. Il fait du bien fou à la WWE pour tout ce qu'il apporte en termes d'image, en termes de présence, tout ce qu'il fait pour la WWE en dehors. Et oui, il a les épaules pour être champion. Maintenant que j'ai dit tout ce bien de Cody Rhodes, mais fuck Cody Rhodes et son règne de merde. C'est la pire gimmick aujourd'hui à la WWE. Je déteste ces gimmicks de merde, de super-héros qui veut froisser personne, politicien centriste de merde, qui n'ose jamais lever la voix plus haut, faire un mot plus haut que l'autre parce qu'il faut pas vexer la personne en face, parce qu'on est un putain de politicien politiquement correct et l'exemple pour les enfants. Je déteste, frère. Je déteste. Après, attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah, c'est con ça. J'ai carrément oublié. Blackout. The Miz contre John Cena, je sais plus ce que je voulais dire. Le meilleur catcheur de Black and Gold, Tommaso Ciampa. Je sais pas si j'ai suivi le produit de manière assidue pour répondre, mais pour moi, le meilleur catcheur de Black and Gold, c'est Ricochet. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps, Ricochet. Si on parle d'in-ring pur, il a intouchable. Si on parle de, tu sais, tout, genre des histoires et tout qu'il y avait, parce que en vrai, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, c'était quand même big, hein. Ouais, c'était huge pour deux mecs qui n'ont pas de charisme, donc en vrai, ouais. Oh Attends, là, carrément, là, Martin va carrément. En vrai, là, je tire pour tirer. En vrai, Tommaso, j'aime bien. Je trouve qu'il dégage un truc. Gargano, frère, c'est vraiment ton voisin qui fait un peu de sport. Et Gargano, je suis d'accord. Mais dire que Tommaso Ciampa, il a pas de charisme, là, tu déconnes. Non, en vrai, Tommaso, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Mais pour moi, j'aime bien, genre mid-card, et que je le vois une semaine sur 4, ça me suffit, tu vois. Genre, c'est tout. En moment, on ne tient pas un peu. Mais j'avoue, il a du charisme. Gargano, frère. Vraiment, Gargano, il a les codes du catcheur indie. Et moi, ça me parle pas, ces trucs-là. Donc, dans le chat, ok, Gargano, Johnny Wrestling, si tu veux, mais moi, ça m'intéresse pas. Dans le chat, ça dit Adam Cole, le plus marquant Adam Cole. Nico va battre l'ennemi, Nico tire à balles réelles. Ah bah Adam Cole, c'est cool, mais pareil, c'est cool pour un mid-carder, quoi, tu vois. Genre moi, Adam Cole, il m'a jamais fait vibrer, frère. Il est rigolo, il est cool, il est charismatique, mais moi, il me dégage, Adam Cole, tu vois. Genre, il a une dégaine, tu vois. Il est rigolo, ouais, et boum, Adam Cole, baby et tout, mais... Non, mais, tu vois, même toi, tu dis Adam Cole, il est charismatique. Dans un ring, il est super bon, tu peux pas me dire le contraire. Il est cool. Oh non, arrête, là, tu vois, t'as vu. Là, ce qu'on a dit tout à l'heure au début du live, c'est tellement drôle. Moi, je t'ai dit, Adam Cole, il est bien, Adam Cole, tu vois, mais... Ouais, vas-y, frère, c'est cool. J'ai une question. Tu préfères regarder un match de Daniel Bryan ou d'Adam Cole? Adam Cole. Ah, voilà. Tu vois, bah, pour moi, frère, tu me demandes est-ce que tu préfères manger un caca ou boire un... Je sais pas, frère, de la pisse. On choisit la pisse quand même. Ah, mais tu me dis pas qu'Adam Cole... Oh non, là, j'abuse. Non, en vrai, j'abuse. En plus, en vrai de vrai, Adam Cole, j'aime bien, tu vois. C'est juste que... Ouais, juste, j'aime bien. Je fous pas un culte. Et Indisputidera sur Adam Cole, il y a rien, frère. Ça aurait jamais existé, ce truc-là. Et c'est sûr que t'es à mort. Ah, mais du coup, ce que tu dis, c'est que... Ouais, mais c'est bien pour être mid. C'est pas bien pour être ce que tout le monde dit, tu vois. Genre en mode, oh, Adam Cole, truc de fou, ouais, c'est mid, frère. Du coup, ça veut dire que c'est un bon chef de clan. Ouais, c'est un bon chef, c'est un bon 12 sur 20, tu vois. Genre, il est au-dessus de la moyenne, il peut être chef de clan, mais il me fait pas vibrer, quoi. C'est juste ce qu'il faut pour passer l'examen. Mais après, est-ce que c'est parce que... favori depuis tout à l'heure. Ça a envie de se fendre. Il a attaqué Alexa Bliss, Adam Cole. Alors, attends, autant... Cody Rhodes, il me tue. Autant Adam Cole, vas-y. Je peux tempérer mes propos parce que, en vrai, comme j'ai dit, en vrai, ça, je l'aime bien, tu vois. Autant Alexa Bliss et Cody, frère, faut se mouiller la nuque avant que je dise du bien de ces gens-là. C'est vrai que t'aimes bien Adam Cole alors? Parce que putain, sinon. Non, mais Adam Cole, j'aime bien, tu vois. Juste, en fait, j'aime bien, mais les gens en font tellement des caisses que moi, je fais des caisses dans l'autre sens. Quitte à en rajouter sur ce que je pense réellement. Genre, tu vois, genre, Adam Cole, c'est cool. All-In, l'année dernière, mon match préféré, c'est Adam Cole MJF. Moi, j'aime bien, ça racontait une histoire. J'ai bien aimé. Adam Cole à la EW, j'aime bien, tu vois, il fait des trucs cool. Juste, voilà, bah, c'est un bon leader de clan, mid, voilà. Viens pas me faire chier dans ma main event picture, reste en mid-card et amuse-toi avec des mecs sans intérêt, et puis voilà, ça. Mais pourquoi c'est à cause de quoi? Son gabarit, son style de gage, pourquoi? Ouais, en fait, son gabarit, c'est exactement ça, t'as vu le point. Son gabarit, son style de catch, ok, tu vois, c'est ok. Et du coup, quand il fait le mec vénère alors qu'il ressemble à un ficello, ça, moi, j'y crois pas, tu vois. Donc,
Du coup, c'est comme Dolph Ziggler. Et exactement, Dolph Ziggler qui fait le mec vénère. T'aurais dû être moi, je sais que j'ai toute ma vie pour ça. C'est cool, frère. Va prendre des kilos horaires, Drew McIntyre. Il est parti, c'était un ficello, il est revenu, il soulève toutes les darons de la planète. Et aujourd'hui, il est champion du monde majeur. Parce qu'aujourd'hui, Drew McIntyre, t'as peur de lui. À l'époque, t'avais envie de dire, c'est mon petit, c'est bien, mon petit. Va là-bas, Season 1. Mais par Tu vois, contre, genre Adam Cole, c'est pareil, c'est bien. Oui, t'es énervé, Adam Cole. Oui, t'es énervé. Saute pas la rampe d'entrance, tu vas être absent pendant un an. Fais attention. Hein. pourtant, Bon, il y a un truc paradoxal, c'est que t'adores Ilya Dragunov, et il a un physique qui se rapproche de Adam Cole et Dolph Ziggler plus que Drew McIntyre. Ilya Dragunov, c'est Drew McIntyre avec 20 cm de moins. Il a un physique, il a un Adam Cole dans chaque biceps. T'as pas vu Ilya Dragunov depuis longtemps, toi, frérot? T'es mal physique de Dragunov. C'est pas au niveau de C'est la un taille. titan. C'est pas au niveau de la taille. Justement, moi j'ai pas parlé de taille, j'ai parlé de gabarit. Il peut être petit, mais si t'es un petit costaud et que t'es crédible, vas-y. Dragunov face à Shima, c'est Drew McIntyre il y a 2 semaines. Il les a bolos tout seul tout le long du match. C'était le match de Dragunov. À lui tout seul, il a bolos les deux alors qu'il fait 20 cm de moins. Et à aucun moment tu t'es dit, le petit bonhomme il est en train de détaper. T'étais en train de te dire, le petit il est vénère, il est en train de soulever leur tête avec ses grosses épaules et ses veines. Adam Cole il aurait fait ça, t'aurais dit c'est bon frère. Drew McIntyre il l'attrape à une main, il le casse en deux et c'est bon, on n'en parle plus du Mikado frère. Ah ouais, non, tu peux pas comparer le gabarit de Dragunov et ça. Ok, la taille est pareille, mais le gap, c'est pas le même du tout. Ah, mais le gabarit, pour moi, ça englobait toutes les tailles, corpulence. Ah ouais, mais justement, la corpulence de Dragunov lui permet d'être crédible dans cette position, là où Adam Cole, frère, il fait à peine la taille de l'avant-bras de Dragunov, quoi, en termes de carrure. Wouhou, allez. Dragunov, je crois qu'il est plus petit qu'Adam Cole. En plus, il y a un mec qui est dans le chat. C'est possible, Dragunov, c'est un 78. Il y a un mec qui a dit, je suppose qu'il n'aime pas Gunther aussi. Gunther, mais un des meilleurs catcheurs au monde, frère, justement, tout au contraire. Gunther, il est magnifique. T'as pas compris, moi j'aime les parfums, frère. Moi, les mecs qui font des flip-flops, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien le mec qui arrive, il soulève ta mère, il s'en va, frère. Et Gunther, c'est ça, il arrive, il fait oh, je suis Gunther et Général, viens ici, je te soulève. Bam, ok, j'ai rentré chez moi. Et c'est bon, frère, c'est fait. Histoire racontée, parpaing posé, champion conservé, c'est parti. Moi j'aime bien. En plus il est grand, Gunther, il fait un 89. Même ouais, plus. Gunther, c'est très. Oh, plus 80. Oh, je sais pas. Mais il me paraît très grand, Gunther. Hein. C'est vrai qu'il me paraît balèze, car oui, il fait peut-être plus d'un 90. Mais peut-être pas loin des 2 mètres, mais je suis pas sûr de ça. Et du coup, si on parle de ça, t'en penses quoi de Homos du coup? Non mais frère, j'aime bien les mecs. Attends, non, t'allais dire j'aime bien les mecs balèzes, comportement, frère. Contextualisation. J'aime bien les catcheurs balèzes. J'aime bien ce qui dégage dans le ring. Mais faut qu'il dégage quelque chose. Homos, tout ce qu'il dégage, c'est lui-même. Genre, va-t'en, ça dégage. C'est pas moi, c'est le chat. C'est pas moi, mec, c'est pas. C'est pas moi. 10 minutes de Théo pour ce mec-là, on est où là? Homos. Va réfléchir, il pleut dehors, ça va te rafraîchir les idées, frère. Homos, il a dit. Non, par contre, un géant bien booké, Obafemi, frère. Obafemi, c'est le géant de l'histoire de la WWE. C'est un géant qui est tout autant invincible que prenable. Tous ses matchs, tu crois à sa défaite, et pour autant, à la fin, il arrive, il te soulève, il te fait faire 6 fois le tour de la planète en te jetant en l'air et c'est terminé. Obafemi, c'est magnifique. Incroyable. Ça, c'est du géant qui géant, tu vois. J'adore Obafemi. Son entrée, l'aura qu'il a. J'avais bien aimé son entrée à Heatwave avec sorte de Titantron. Il me semble que c'était Heatwave, hein. Ouais, c'est Heatwave. Ouais, j'ai adoré la présentation, la lumière, comment il marche au rythme de la musique. Enfin, ça fait. Tu vois, ça fait chef. Tu vois, ça fait chef. Exactement. Il a la gimmick de l'antagoniste dans Black Panther, pas Michael B. Jordan, l'autre chef de tribu qui est un peu vénère. Il a exactement la même aura que ce mec, en mode il part à la guerre et il dit pas aux gens de le suivre parce qu'il est chef. Il part à la guerre et les gens le suivent parce que lui-même il part à la guerre. Tu vois. Genre il a trop cette aura de fou. C'est une dinguerie. Ouais, puis ça lui va bien. Moi, au main roster, j'ai pas intérêt de faire de la merde avec lui. Hein. Ah, frère, Mbaku. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je crois que c'est ça, exactement. Mais ouais, il a une aura de zinzin. Obafemi, il arrive au main roster, c'est un booking à la Gunther ou rien du tout. Hein. C'est un booking de je suis très fort. Dans tous mes matchs, je peux me retrouver en difficulté, mais la moindre petite erreur te la fait payer. Et en plus, je suis quand même un monstre. Pour moi, il faut qu'il ait le même booking, Obafemi. Pas forcément avec le record derrière, mais dans le délire de je suis un monstre imprenable, mais prenable, tu vois. Ouais. C'est quel catcheur tu as préféré de tout NXT du début jusqu'à aujourd'hui? Il y a Dragunov. Oui, pourquoi je pose la question en même temps? Je sais pas si vous avez des unpopular opinions dans le chat, sinon marquez-les. Sego Sikoa meilleur que Jey Uso, voici mon unpopular opinion. En vrai, je pense pas que c'est très unpopulaire. En vrai. Non, ça dépend sur quel domaine.
capital sympathie, charisme, non. Tout le reste, ouais. Micro, il tue Jey Uso, in-ring, il tue Jey Uso. Ah oui, Capitaine sympathie, bah après c'est normal, niveau personnage c'est logique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais naturel. Genre, Jey Uso, tu vois sa tête, t'as envie de rigoler avec lui. Solo Sikoa, tu vois sa tête, t'as envie de fuir, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Il y a le chat qui dit c'est quoi pardon, je t'ai coupé. Ton plus gros unpopular opinion, toi, Nico. Et les autres, on va Moi. dire Axe et Seb et Teddy. Moi, mon plus gros unpopular opinion, Ouais. Santino Marella est le catcheur le plus sous-coté de l'histoire de la WWE. Oh non. Ah, c'est intéressant ça en vrai. En vrai, intéressant. Ah, si, frère. Moi, je suis je un veux mec, savoir pourquoi. vous avez capté, moi, je kiffe la gimmick. Vous avez capté, moi, je kiffe la gimmick. Je kiffe les catcheurs gimmick, je kiffe ceux qui me font vivre du divertissement. Santino Marella, la vie d'Ouam, il y avait bien plus à aller chercher. La vie d'Ouam, il aurait dû gagner l'Elimination Chamber. Rien à foutre. Ah Il aurait ouais dû être champion de WWE, même pendant un mois, j'en ai rien à foutre. Santino Marella aurait dû être champion de la WWE et ça aurait été incroyablement divertissant pendant un mois, un Santino champion de la WWE. Ce mec, il est su rester intéressant et pertinent avec peut-être l'une des gimmicks les plus risibles de l'histoire de la WWE. Dans les gens qui ont un peu fait quelque chose, on parle pas des dentistes des années 80 et tout ça. Genre, Santino Marella, son rôle, c'était soit l'italien nul, et en étant l'italien nul, tout le monde se souvient qu'il était champion intercontinental. Le mec, il a tenu la ceinture grave longtemps. Il aurait pu prendre le titre WWE, ça aurait appuyé sa gimmick de « Mais qu'est-ce que tu fais avec un titre, tonton ?» À quel moment ce mec-là est champion? Et du coup, tu peux écrire des choses que t'écris jamais. Un mec qui est champion et qui doit pas l'être, non pas qu'il doit pas l'être parce que c'est genre, entre guillemets, encore une fois, à l'époque, Jinder Mahal, c'est toujours l'exemple de il aurait pas dû être champion, du coup, qu'est-ce que t'en fais? Là, il doit pas l'être dans la gimmick. C'est un mec, c'est pas un bon catcheur, mais tu lui mets le titre WWE et là, c'est le divertissement et il peut te créer un run magnifique. Comme Chelsea Green aujourd'hui, c'est des mecs qui sont trop pertinents, ils restent pertinents alors qu'ils perdent tout. Et malgré tout, t'as envie de savoir ce qu'ils font. Quand ils sont là, ils te divertissent, tu vois. Pour moi, il est trop sous-coté. Les gens, ils ont pas apprécié à sa juste valeur Santino Marella. En vrai, t'as vu, moi j'aime pas Santino, mais quitte à aller au bout du truc, j'aurais préféré qu'il gagne le Royal Rumble après Alberto Del Rio. Ouais, ou un Rumble. Je pensais au Chamber, parce que ça aurait été très fort, c'était Brian en face, tu vois. Ça aurait été super fort. Genre Brian qui perd face à Santino, genre tout le monde se serait arraché la tête. Mais tu lui fais perdre le titre juste après. Attention, on ne dit pas il prend le titre et il le verrouille pendant 3 ans. Hein. Non, non, genre il prend le titre 3 semaines et le pay-per-view d'après, il le perd. Limite, il se couche directement par terre en mode tu lui fais affronter un Kane ou j'en sais rien, un mec balèze. Et il a peur, il s'allonge, il perd le titre et on n'en parle plus et on passe à autre chose et on continue les histoires, tu vois. Mais il y avait un truc à jouer, tu vois. Les gimmicks comme ça, moi, ça me fait kiffer. Et du coup, ça rejoint aussi l'unpopular opinion de, pour moi, Dolph Ziggler, il a largement eu ce qu'il méritait dans sa carrière, voire bien plus. Et pareil pour Ricochet et tout ça. Carrière de WWE, je crois. Brother, tu peux lire la longue unpopular opinion parce qu'elle est partie de. J'ai pas vu. Mon popular opinion, Trish Stratus, très sous-côté, Jelly, Nikki Bella ou Mickey James et Michelle McCool, bien meilleurs qu'elle dans tous les domaines comme les jambes féminines. Très surcoté, il a dit Trish Stratus, pas sous-côté du coup. Ah ouais, surcoté, pardon. Excuse-moi, j'ai mal lu. Pas sûr, hein. Je sais pas. Il a quand même cité les Bella Twins là-dedans. Enfin, à partir de là, l'avis n'est pas pertinent. Hein. Et Michelle McCool, meilleur que Trish Stratus dans un ring. Michelle McCool, elle était éteinte. Tu m'aurais dit Yves Torres, t'aurais dit vas-y, on va discuter toi et moi, t'as sûrement raison. Là, t'as cité les Bella Twins et Michelle McCool. Ah, tu préfères Yves Torres à Michel McCool? Mais Yves Torres, elle est Michelle McCool dans chaque particule de son corps. C'est ça. Yves Yves Torres, l'époque Diva, c'était l'une des rares qui avait un vrai in-ring. Yves Torres, c'était doué. Beaucoup. Michelle McCool, c'était pas la pire. Tu vois, c'était pas la meilleure, mais c'était loin d'être là. Ah non, bien sûr, attends, bien sûr. Là, par contre, vraiment, on est en train de se racler le fond du seau et on se demande pas laquelle était la meilleure, mais laquelle était la moins pire. Hein. Là, c'est vraiment, on parle de la pire époque de tous les temps, limite pour les superstars féminines compétitrices. Hein. On parle pas de l'époque où elles se foutaient juste à poil. Mais c'est non, frère. Cette époque-là, il y avait que dalle. Vraiment, les meilleurs de cette époque-là, ce serait peut-être aujourd'hui les pires de l'époque actuelle, tellement aujourd'hui le talent il est 1000 fois au-dessus. Donc du coup, ouais. Par contre, non, vraiment, dire que Trish Stratus est surcoté, encore une fois, c'est quelqu'un qui a pas connu l'attitude d'Era. Alors Trish Stratus sur ses épaules, elle toute seule, elle a permis à la division féminine de juste exister. On est vraiment passé de salut, on est des meufs qui se promenons en dentelle et qui se baladons à poil à on peut devenir championne et être crédible, tu vois, genre post-attitude d'Era. C'était pas facile à faire. Trish Stratus, pour moi, c'est très fort. Hein. Même quand elle est revenue, elle a eu des super matchs. J'ai jamais aimé. Enfin, j'ai jamais aimé sur le ring Trish Stratus. Et pourtant, j'en ai vu des matchs de Trish Stratus, mais j'ai jamais kiffé. Bah, comme Lita, en vrai, Lita, c'est pareil. Je sais pas, j'ai jamais trop adhéré.
Après, Lita, entre ne pas adhérer et reconnaître ce qu'elles ont fait, tu vois. Ah, par contre, je reconnais que Lita Voilà, Stratus, tu vois. c'est énorme, forcément. Ça, Voilà, c'est tu vois. impossible de dire le contraire. On est d'accord. C'est pour ça, tu vois. Genre, chacun peut ne pas adhérer. Moi, personnellement, Lita, j'ai jamais kiffé, tu vois. Et pour autant, je la mets dans mon recrutement féminine. Donc, Ah oui, bah pareil, Trish Stratus et Lita, bah, c'est peut-être deux des plus grosses légendes féminines niveau catch américain, quoi. Mais après, ah ouais, oui, c'est personnel. je parle toujours catch américain de WWE. Parce que j'avoue que je regarde pas le Japon, donc je peux pas juger, tu vois. Il y en avait excusez. j'en avais vu une qui était sympa. Allez où Unpopular opinion. John Cena n'a rien fait de mal et a eu raison de ne pas se coucher contre n'importe qui à son prime. Exemple Umaga, Nexus, Wyatt, Rusev. C'est vrai que ça fait débat. Ça s'entend, hein. La vérité, ça s'entend, tu vois. Parce que, en fait, à l'époque, John Cena a créé la PG Era. C'est ton fer de lance d'une nouvelle ère post-Attitude Era. C'est-à-dire que si ton fer de lance, tu le fais perdre contre, entre guillemets, grosses guillemets, le premier venu, tu dis, attends, donc là, on entre dans une nouvelle ère où c'est fini les codes de l'Attitude Era, il y a des nouveaux codes, et le mec qui porte cette ère, il perd contre des mecs qui, justement, n'incarnent pas ce nouveau visage. Oui, c'était abusé, oui, moi, ça m'a cassé les couilles, mais franchement, l'argument peut s'entendre. Je peux comprendre qu'on pense ça. Et toi, Seb, Teddy, c'est quoi ton plus gros unpopular opinion? Qui ça, moi? Oui. Ah bah moi, comme beaucoup de gens le savent, c'est Becky Lynch, hein. Becky Lynch, jamais accroché depuis le début. Après, je comprends que beaucoup de gens kiffent parce qu'elle a la chance, je sais pas, mais elle a eu la gimmick, la chance d'avoir la gimmick de, mince, comment dire, De même. du soutien populaire, un peu à la Stone Cold, à la CM Punk, un peu contre système et cette gimmick hyper populaire. Mais sinon, sur le ring, j'ai toujours trouvé ça un peu plus faible que d'autres. Que ce soit ses moves, ses finishers, que je trouvais assez peu pertinents. Et même au micro, je trouve que, je sais pas, un peu forcé sur certains trucs et pas assez naturel. Je trouve ça un peu dommage. Mais je comprends qu'on puisse quand même s'attacher à son personnage depuis maintenant plusieurs années. Depuis qu'elle s'est transformée en The Man, en fait. Et ouais, voilà. Mon Brook. Let's go. En vrai, je sais pas, j'en ai plein. Je pense que si je reparle d'Adam Cole, du coup, il va me tirer dessus. Ah non, t'as le droit de penser ce que tu veux, même si c'est frauduleux. J'aime bien cette manière d'aborder les choses. Me régale. En vrai, pour moi, Adam Cole, t'as vu, c'est le catcheur que j'ai le plus envie de voir dans un ring. C'est-à-dire que tu mets n'importe quel catcheur. Si je dois regarder un seul catcheur, ce sera Adam Cole. Pour moi, c'est le mec qui m'intéresse le plus. Dans son style, dans ses moves, dans l'impact qu'il met. Mais après, toi, je trouve qu'il n'a pas d'impact. Je respecte, tu vois. Mais moi, je me suis jamais ennuyé devant un match d'Adam Cole. Bon, mais tu sais, ça, c'est comme on dit, en vrai, c'est purement du ressenti. Moi, ce que tu viens de dire là, ça décrit parfaitement Ilya Dragunov, tu vois. Moi, il est dans un ring, je veux voir tout ce qu'il fait. Genre, chaque seconde du match, je veux le voir parce qu'il me captive, tu vois. En vrai, c'est du ressenti. Pour moi, c'est même pas une populaire opinion, tu vois, c'est juste un ressenti. Je pense que c'est vraiment, t'as vu, catcheur coup de cœur, tu vois. Tu sais pas, t'as un feeling, t'accroches avec un mec et genre, c'est comme ça. C'est ça, tu vois. Genre, des fois, c'est pas trop explicable, hein. Il y a des fois, regarde, un populaire opinion que même moi, j'assume pas parce que je sais que c'est de la merde, mais moi, Jack Swagger, j'aimais bien, tu vois. C'est inexplicable, hein. Ça pue la merde. C'est nul à chier. Jack Swagger, c'est nul à chier, mais quand il était là, je sais pas, grand bonhomme, il est là, il faisait des prises il faisait des souplexes et tout. Moi, vas-y, c'est mon gars, tu vois. J'aimais bien. Alors que, objectivement, ça pue la merde. C'était de la merde. Genre là, j'ai aimé manger de la merde, tu vois. Genre comme les fans d'Alexa Bliss. Genre, j'aime manger de la merde. Wow. J'aurais pu dire Adam Cole, mais on a trop tiré sur Adam Cole. Oui, surtout que, attention quand même. Non, mais voilà. Il dit c'est peut-être pas unpopular, mais pourquoi AW force avec The Final Testament? En vrai, c'est une vraie question. Hein. Parce que c'est une vraie team, frère. Final Testament, c'est méga Carrion, il est incroyablement charismatique, c'est juste qu'ils savent pas le bouquet. Ils reconstruisent Final Testament. C'est des bêtes, ils détruisent tout. Ils arrivent à WrestleMania, ils perdent, frère, dans un match comédie. Mon tonton, t'es con ou quoi, Triple H? Là, c'est là où Final Testament, ça doit gagner. Et défoncer Bobby Lashley et Street Profits, c'est derrière. Karen Cross, il va taper son crâne contre Solo Sikoa, il lui fait écoute-moi, bouffon, moi c'est ma faction, la numéro 1, c'est pas toi. Et jouer sur ces trucs des malédictions, en vrai, il est grave mal bouqué. Il est grave mal bouqué. Au final, Bobby Lashley, il dégage de la WWE avant Karrion Cross maintenant, quoi. Ouais, après ça, c'était pas anticipable, mais quand même, tu vois, genre en vrai, Karrion Cross, charisme absolu. Je vous invite à aller voir les promos de Karrion Cross sur la chaîne de la WWE, toutes ces promos en backstage.
Mais frère, c'est un des meilleurs types pour faire les promos de toute la WWE. C'est exceptionnel. Une fois sur mon stream, ça démontait Karrion Cross. J'étais là, j'étais un peu vexé. Je fais, les gars, parlez bien de mon gars quand même. Mais du coup, je dis, ok, je vous montre YouTube. Toutes les promos de Karrion Cross en backstage. 95% du chat, à la fin, ils ont dit, wesh, on n'a jamais vu Karrion Cross comme ça. Bah, frère, ils le bookent mal. Ils savent pas quoi en faire. Et ce qui est intéressant, ils le montrent pas. NXT, Après, Karrion Kross, NXT, il broie le Karrion Cross depuis qu'il est dans le main roster. Ah ouais, mais vraiment. Quand t'as NXT, c'était fort, mais je trouve qu'il a tellement perdu depuis, quoi. C'est dommage. C'est parce que c'est au moment de son call-up, Vince McMahon, il a dit, ah, c'est ça votre gars fort à NXT? Ok, moi, ça va devenir une petite salope, c'est parti. Et voilà, frère. Encore une fois, hein, la transition Black and Gold main roster de l'époque, ça marchait pas, tu vois. Et c'est pas de la faute des 4 quarts, c'est de la faute de. Bah, Après, pour moi, il aurait dû rester à NXT. Il est monté trop tôt. Mais... Bah, en vrai, est-ce qu'il y a un call-up de NXT Black and Gold qu'on se souvient à la WWE? Peut-être que j'ai oublié, hein. Bah, tu Après, comptes les- Kevin Owens, Finn Balor, Sami Zayn et tout ou c'est. Bon, bah, c'est bon, c'est Ça fini. compte Non, je sais pas si tu les comptes dans cette période-là. Bah, Black and Gold, ouais. Black Pour and moi, Gold. pour moi, eux, ils sont juste avant le gros Black and Gold du Ciampa, Ouais, du c'est pour Gargano, ça du que je me posais la Ricochet, question. du Viking Rider. Ça en compte quand même, mais c'est les débuts, tu vois. Genre, ils sont pas ancrés dans le vrai Black and Gold Ouais. pour s'imposer comme étant des gens du Black and Gold, je trouve. Parce qu'en ça, Rollins et Roman Reigns, tu peux les compter Black and Gold, tu vois. C'est tout ce qui est pré 2.0, post, on fait des pompes pour faire rigoler les coachs, tu vois. Du coup, c'est compliqué à dire, mais pour En moi, ils en vrai- font pas réellement partie, tu vois. Et le meilleur call-up de Black and Gold, c'est quoi? On compte niveau palmarès et sur ce qu'il pouvait faire? Non, genre, il a réussi dans le main roster. Tu vois. Bah, en vrai, t'as vu? Si tu prends, genre, comparé à l'âge qu'il avait et ce qu'il a accompli, c'est Robert Roode. Il a eu des titres, il a été champion par équipe, champion mineur quand il a été call-up. Il avait déjà plus de 40 ans. En vrai, t'as vu, c'est un mec de 40 ans qui a été le meilleur call-up Black and Gold. Ça s'entend, mais je suis pas d'accord parce qu'en vrai, Bah, s'il Y a s'est qui de arrêté, mieux il s'est arrêté en plein vol et en vrai de vrai, moi j'ai envie de dire Kevin Owens, tu vois, quand même. Même si c'est juste avant, c'est les débuts réels du premier vrai Black and Gold, on va dire, comme ça s'est imposé dans la culture Black and Gold. Sami Zayn, Kevin Owens et tous les mecs de cette époque-là, Oui, mais- ils ont créé les fondations pour le 2.0. Du coup, moi je dirais Kevin Owens. on compte Drew en call-up, du coup. Ah, bah non, Drew, c'est bizarre. Après, En vrai, Drew, on peut le compter, mais c'est pas. Il y avait un passif, tu vois. Il y Ah, avait déjà Drew, un c'est- passif. Parce que si on compte Drew, forcément, c'est Drew, tu vois. C'est vrai. J'oublie que Drew, il est passé par NXT tellement. Mais c'était rapide, non? Il a fait quoi? Il a fait 6 mois, non? Il a fait peu, il a fait peu. C'est rapide, hein. Et je crois qu'il a fait très très. Ah oui, bah non, on est des fous. Gunther. Scooter, c'est pas Black and Gold, hein, c'est 2.0. Hein. Bah oui. C'est pas. Ouais. Ah bah oui, ouais, bah NXT il était UK, NXT il était NXT UK, c'est vrai. Ouais. Quand c'était Black and Gold, il était NXT UK, donc c'est pas Black and Gold, c'est vrai. C'est ça. Tout ce qui Il y a était Samoa UK, Joe ça. aussi. Et pour toi, le Il y a Gunther de maintenant, est-ce qu'il broie le Gunther d'avant ou c'est l'inverse? Non, moi je préfère maintenant. Ouais. Ah, moi aussi. Pourquoi il crie les gens? Bon, en vrai, moi je préfère maintenant, parce que même niveau physique, niveau dans un ring, il est mieux maintenant. À l'époque, c'était un peu cher. Ah, attends, vous dites Gunther d'aujourd'hui versus NXT UK? Non, Ouais. Le Gunther d'aujourd'hui, il broie Walter de NXT UK. On rappelle, aussi fort soit Walter à NXT UK, ça abandonne en 2,8 secondes sur une prise du sommeil de Dragunov pour perdre son titre. Aujourd'hui, Gunther, tu le fais pas abandonner même au bout de 26 minutes, frère. Non, Gunther aujourd'hui, c'est bien au-dessus. Je sais pas si vous avez d'autres unpopular opinions dans le Bah, chat. Axe, t'en as ta plus grosse unpopular opinion? Alors, enfin, pour moi, ce serait plus, voilà, tout de suite, en y réfléchissant, ce serait plus autour de Rey Mysterio. Je trouve que pour moi, en termes de run avec un titre majeur, il aurait mérité davantage. Parce que je fais notamment référence, par exemple, à 2011, où il avait été champion de la WWE. Ça, j'ai encore à travers la gorge. Enfin, moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Ça va revenir un peu à ce qu'on disait avec Sina. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Tu vois, il gagne le titre et derrière, on lui enlève le même soir. Moi, j'ai trouvé ça un peu osé. Même si c'était dans l'histoire du storytelling, mais ouais, j'ai trouvé ça bâtard. Je suis d'accord sur ce soir-là, mais un populaire opinion, alors Rey Mysterio a une carrière bien plus importante que ce qu'il aurait dû avoir à la base. Merci la mort d'Eddie Guerrero. Sans la mort d'Eddie Guerrero, Rey Mysterio, pour moi, ça dépasse jamais la mid-card et ça quitte la WWE au bout de 5 ans même pas. Ouais, parce que, enfin, je sais pas si par exemple le Rumble 2006, je
sais pas. Il le gagne pas. Non, il l'a dit en interview. Même Rey Mysterio l'a en interview. Il a dit, je n'aurais pas gagné le Rumble, j'aurais pas eu mon run de champion du monde poids lourd après WrestleMania 22 dans le triple menace Randy Orton, Kurt Angle. Et il l'a dit, en plus, même à l'époque, il n'était pas prêt à assumer ces responsabilités-là. Et ça l'a propulsé à une position où il était absolument pas prêt d'assumer à l'époque. Et oui, même lui l'admet, il dit sans la mort d'Eddie Guerrero, sa carrière n'aurait pas pris le tournant qu'elle a pris. Peut-être qu'elle l'aurait pris plus tard, ou peut-être pas, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais Unpopular Opinion, qui au final, ça l'a été pendant longtemps, mais il l'a confirmé en interview là, il y a genre 3 semaines, 1 mois, Chris Van Vliet, il a dit ouais, sur la mort de Eddie Guerrero, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai. Donc au final, ça c'était une des Unpopular Opinion à la base que je dis plus aujourd'hui, puisque bah, lui-même le confirme. La TNA a un meilleur produit que AEW. En vrai, ouais, je suis d'accord. Actuellement, c'est fort. Hein. Enfin, honnêtement, bon, ils ont pas beaucoup de spectateurs, mais franchement, c'est pas mal. Hein. J'avoue, moi, j'aime pas me prononcer sur ce que je ne suis pas, et je suis pas la TNA de manière assez assidue pour savoir. Mais des échos que j'en ai, ça a l'air d'être la vie globale aussi. En vrai. Mais je sais pas, je regarde pas la TNA, je peux pas juger. Si AEW, pareil, de ce que je vois, moi, AEW, en fait, c'est trop centré vers le côté. On dirait qu'ils font exprès de faire de l'extrême tout le temps pour vraiment attirer, en fait. Pas tout le temps, c'est ce côté-là, en fait. Après, en vrai, AEW, depuis début 2024, ils ont compris qu'ils étaient en train de se couler tout seuls en 2023, qui est la pire année AEW, et qui, moi, est l'année qui m'a fait lâcher totalement le produit, et même quand je suis venu à ne plus aimer du tout AEW à cause de 2023. En vrai, 2024, ils essayent de remettre les choses en ordre, et ça fait plaisir. Fuck Sasha Banks, sinon ça fait plaisir. Il y en a un qui dit si Shawn Michaels est surnommé Monsieur WrestleMania, bah Orton c'est Monsieur Skinkermania tellement ces matchs puent la merde à WrestleMania. Wow. Salopard, il dit des vérités comme ça. Non. Il a raison, non, la vérité, il a raison. Non. Non, mais il a pas de raison, frère. Explique-moi un bon match de Randy Orton à WrestleMania. Attends, laisse-moi chercher. Voilà, lui, c'est bien de la faire. Il a pas de bon match à WrestleMania, le tonton, frère. C'est vrai, la vérité, c'est vrai. Mention honorable, c'est pas un bon match, mais c'est un truc sympa à regarder. Genre, c'était cool, Seth Rollins, Randy Orton. Moi, perso, j'ai bien aimé le match. Ah oui, oui, c'est vrai. Allez, celui-là. Vas-y. Je l'accorde. Et le Randy Orton Undertaker Oui, époque voilà. Legend Killer, il était rigolo aussi. Oui, voilà. Après, un mec qui a quand même 22 ans de carrière, on vient de citer 2 matchs. Après, C'est vrai, quand Orton, j'y repense, il y avait beaucoup des matchs opinion qui du étaient frérot. catastrophiques. Non, Orton et Jessa. Ah oui, non, mais c'est pas le talent de Orton qui est remis. Ouais, en fait, le booking des matchs, quand j'y repense, vraiment, il était immonde. Hein. C'est un truc de fou. Orton et Jessa, c'était pas mal. Hein. Orton et Jessa, c'était Allez, pas mal. du coup. Non, t'abuses. Voilà. Orton. Je suis impatient de rentrer et me régaler devant ce match. Allez, ton live, il va pas tarder à commencer, Nico. Tu peux y aller. Orton, Mick Foley, ouais, Orton, Mick Foley. Ou, non, je vais même pas faire l'acteur, je m'en rappelle plus du match. Je vais même pas faire l'acteur. C'était pas du tout à WrestleMania. Hein. Mais c'était pas vrai, c'était pas WrestleMania, ça que je me dis. Ils sont pas affrontés à WrestleMania. Bah C'était non. pas du tout à WrestleMania. C'était à Backlash, Foley Orton, match hardcore, c'était à Backlash. Ouais. Parce que c'est Edge Foley à. C'était Edge, Mick Foley à WrestleMania 22. Ouais. Il y a Eagle Mattyland. En vrai, personne veut voir un match 1v1 de Orton actuellement. Non, c'est pas vrai. Personne veut un match de Randy Orton actuellement? Ouais, un match de Orton. Veut C'est ce voir. qu'il a dit En vrai, personne veut voir un match 1v1 de Orton actuellement. Alors attendez, il est 20h, il vous reste encore 16 heures de stream, 15 heures de Théo. Qu'est-ce qu'il raconte lui 15 heures de Théo. Que vraiment, quand tu sors du match Orton-Gunther, qui était un match incroyable, je sais pas comment tu peux dire ça. Hein. Bien sûr. Orton, c'est un des meilleurs dans le ring actuellement au monde, frère, dans ce qu'il propose, dans sa gimmick, dans tout. Y a pas... Orton, il est dans un ring, tu sais que c'est un bon match. À fond. En fait, il y en a Sauf qui à disent, WrestleMania. Bien sûr, c'est pour ça qu'il n'était pas booké cette année. Enfin, si, dans un triple menace. Il était bien. Il était bien, triple menace Oui. cette année à WrestleMania 40. Ça va. Wow. Non, pas Ah oui, c'est vrai, ouais. Le triple Pour moi, match, c'était. Bah pour qu'on dise ah oui c'est vrai qu'il y avait un match, c'est vrai que c'était mémorable. Oubliable, Non, mais c'est pas digne d'un WrestleMania, mais sur le coup, c'était divertissant. Ouais. Oui. On veut voir. Attends, Orton sur ring en 2024, c'est l'équivalent de Ric Flair qui catch au Japon en 72 ans. Oh là là, qui raconte American Nightmare. Oh. Oh,
Il s'appelle American Nightmare, c'est bon, on va pas chercher plus loin, les fans de Cody, les gars. Ah ouais. Avis impertinent, du coup, c'est logique. Non, je suis pas d'accord. Genre, Orton Gunther, t'as pas aimé? Attends, on va voir ce qu'il va dire. Parce que Orton Gunther, c'est un banger quand même. Ouais, la fin. Non, mais tu peux ne pas aimer, mais dire que Orton dans le ring aujourd'hui, c'est l'équivalent de Ric Flair quand il Ah bah boitait, après- il toussait là. Oui. American Nightmare, ce qui le caractérise, c'est des avis très tranchés. Toujours. Lui, Ah il non, est mais jamais tu peux dans la avoir des demi. avis. Mais c'est très bien d'avoir des avis tranchés, c'est bien. C'est pas un politicien centriste. Il y a pas Tu nous de- as ramené tes gars. Nico, tu nous as ramené tes gars sur le. Sur le chat là? Ah non, non, American. Non, les gens qui s'appellent. Ah non, American oui, non, Nightmare, c'est vrai, c'est ne moi, sont c'est pas, moi, c'est nous, c'est nous. Je te rappelle qu'il y a chacun de mes streams pendant la musique de Cody, au moment du wow, je coupe le son. Donc crois-moi, les fans de Cody ils me suivent pas trop. Logan Paul. Ah, vas-y. Logan Paul, son règne est nul car il ne fend pas assez sa ceinture. Bah Ah oui. Oui. Malheureusement, Pour ton il y avait un potentiel de fou et malheureusement c'est vrai. Genre quand il est là c'est magnifique, mais il est jamais là, donc c'est magnifique pas assez souvent. Ouais. Ah ouais. Mais ça, on va faire l'aparté. C'est vrai que les stars comme Logan Paul et Bad Bunny, ça recrédibilise les superstars qui ne sont pas catcheurs de base. Parce qu'avant, genre, on se tapait quoi? On se tapait juste des perses, des célébrités qui faisaient 2-3 coups, c'est tout. Mais Paul et Bad Bunny qui aiment le catch, et ça se voit, genre, ils se donneraient à 200% pour ce sport, ça fait vachement plaisir à voir. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir Bad Bunny ou Logan Paul sur un ring. Ah oui. Pour moi, ils ont redéfini ce qu'on attend d'une célébrité qui vient à la WWE Ouais. pour faire un match. Moi, je veux plus de Shaquille O'Neal qui arrive, qui fait je suis le Shaq, va là-bas, frère. Ouais. C'est bon. Tiens, on veut des vrais matchs, tu vois. Et eux, pour le coup, ils ont fait des vrais matchs. Et ce qui va être encore plus difficile, du coup, c'est de faire venir d'autres célébrités qui n'ont pas leur niveau maintenant. Faut trouver que des mecs qui ont le niveau ou des meufs qui ont le niveau maintenant. Ça va être compliqué. Jimmy a toujours été supérieur à Jay sur tous les aspects. Oui. Ah, on a dit. Oui. Bah, c'est Sauf sur un aspect, Bah, le c'est- capital sympathie de Jay qui est naturel. Mais sinon, Jimmy, tous les jours, sur tous les aspects. Bah, c'est quelqu'un de ton chat parce qu'il s'appelle Kylian TB. Eh ben oui. Eh ben, T'as bien raison, Kylian. T'as bien raison. Je vais pas t'offrir de sub pour autant, mais t'as bien raison. ça essaie de gratter. Ça essaye, ça n'a pas marché. Hein. Oui, il a raison. Ouais, mais... Avant que le booking fasse passer Jey Uso pour le mec important qui au final n'est pas, tout le monde parlait que de Jimmy. Hein. C'était tout le temps Jimmy le meilleur des deux frères. Les gens parlaient que de Jimmy. Et même le plan à la base c'était Jimmy pote avec Sami Zayn. Au final ils ont fait Jey Uso. Du coup c'est devenu main event Jey Uso. Donc oui, capital sympathie bien plus élevé que Jimmy sur le coup. Et la vérité, ok, tu vois, genre on voit bien un an plus tard, hein, main event Jey Uso c'est cataclysmique, tu vois. Donc en vrai, pour moi il a raison. Ah, on te traite, quelque chose te traite de rat, Nico, de ce que je viens de dire. Le Shaq c'était masterclass à EW. Nico, attention. De quoi, W? Il a fait quoi à EW chat? Voilà, allez, prochaine question. Non, mais votre truc, J'ai rien. J'ai aucun Je souci. sais qu'il y a eu Snoop Dogg, il y a eu Tyson, mais je sais pas qu'il y a eu Shaquille O'Neal, tu vois, vraiment. Je crois qu'il a pas fait un truc. Il a pas fait un truc face à Big Show, enfin Paul White. Bah oui, mais c'était à WWE. Il a pas Ah, refait il a fait contre Cody Rhodes. Contre Cody Rhodes. à AEW. Oui. Je crois, je suis le seul qui suis pas au courant ou. Tu sais, j'ai. Black House, tu vois. Non, apparemment, il y en a plein, ouais. Je sais pas. Mais il avait fait quoi Ouais, contre Cody? il a eu une feud contre Ah. Cody Rhodes. Ah, il a fait un truc avec Jet Cargill aussi, apparemment. Ah ouais, mais ils ont fait quoi? Bah, Cody Rhodes. Et Jet Cargill. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'ai dit- c'était J'ai marquant. loupé cet épisode, hein, carrément. Ça, il a Mais, fait début sur. Ah, ok. Bah, je sais pas, moi, j'ai loupé ça. Hein. J'étais pas dans le train à ce moment-là. Hein. Il y avait un match par équipe mixte. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Vous avez Enfin, d'autres populaires. Ah oui, Shaq et Cargill contre Cody et Brandy. Ok. Ok. Bah, j'ai jamais vu ça. Vous savez s'amuser, hein? Je pense que je le regarderai pas en vrai. Pourtant, Et j'adore Shaquille O'Neal Jet Cargill. était pas dégueu en vrai. Ah ouais? Ouais. Étonnant. C'était pas. Si, c'était. C'est Je pendant crois le que c'est, il me semble que c'était pendant le Covid. Ouais, parce que Cargill a débuté pendant ouais. le Covid de toute façon. Ouais, c'était pendant le Covid. Mais. Dites si vous avez d'autres unpopular opinions dans le chat. En vrai, j'en ai peut-être une. Bah, T'as vas-y. vu? Moi, faire Sting contre Triple H, c'est un manque de respect.
Ouais, non. En vrai, Ah je ouais l'ai pensé aussi. J'ai revu WrestleMania récemment, la vérité. Vu la gueule du match, en vrai, c'est full overbooké, truc et tout. T'as Triple H sous autorité, ça servait à quoi de faire gagner Sting? Pas grand chose. En Ouais, vrai, mais, de vrai. mais en vrai, ils ont fait ça pour l'humilier, moi, je trouve. C'est-à-dire que tu fais signer l'une des plus grandes icônes du catch hors WWE, tu le fais faire son premier match. Parce que c'est un mec qui Bah vient ouais, d'attaquer et WCW, c'est l'humilier. bah ouais, mais bon. Tu viens de dire, t'as la réponse dans ta phrase. C'est un mec hors WWE qui s'est créé en dehors de la WWE, qui fait son tout premier match à la WWE. Alors, tu peux être qui tu veux ici, t'es à la WWE, t'es pas ailleurs. Ah, mais du coup, pour moi, c'est une humiliation. Non, je pense, en vrai, pour moi, c'est pas une humiliation, parce que, encore une fois, s'il avait perdu clean en un pedigree, tu te dis, ok, t'es mal à la gueule du match, quoi. Ça va. C'était plus un combat WWF Attitude Era versus WCW Monday Night War, pour bien rappeler que la WWF avait gagné, tu vois. Que DX avait gagné contre la NWO. Tu vois. Mais en C'est plus, plus ça, tu vois. Genre, pour moi, faut pas le prendre plus à cœur que ça, en vrai. Bon bah écoute, bah, c'était bien cool cette petite session avec toi. Yes. J'espère que ça t'a plu au moins. Ouais, c'était cool, c'était grave cool. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Non bah écoute, on va te laisser te préparer pour ton live et nous bah se préparer pour le grand quiz du catch qui arrive à grands pas. Eh bien, avec grand plaisir, messieurs. Merci de l'invitation. Merci à toi aussi. Merci à puis toi on d'être se dit à venu. bientôt. Bah j'espère. J'espère qu'on fera d'autres choses en collaboration tous les deux. Yes. Enfin tous ensemble. Carrément, carrément, carrément. Et puis bon courage pour la fin du live, du coup. Et Merci. félicitations pour les 1000 followers YouTube. Ouais, les gars, 1190 même, j'ai vu. Ouais. Le tweet a beaucoup aidé, je pense. ouais, ça a pas mal marché. Mais les gars, normalement dans la description, dans le chat, on aura la chaîne de Nico, son TikTok, son Twitter et son YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un bon. Ses réacts sont surprenantes. Les unpopular opinions, bah vous êtes gâtés avec lui. Franchement, allez-y. Voilà. J'essaie toujours de justifier, t'as vu. Genre, on met toujours le côté émotionnel un peu de côté, malgré tout. Hein. Ouais. Mais Ouais, c'est pour ça qu'on a demandé, parce qu'en fait, je regardais beaucoup tes lives, et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, putain, une popular opinion avec Nico, c'est. Il a son avis, puis enfin, tu vois, genre, c'est pas désagréable à entendre, genre, tu vois, genre, t'as envie de continuer encore de discuter avec toi, pourquoi, etc. C'est pour ça qu'on a pensé à toi aussi. plaisir. En fait, tant Ça que c'est fait cool. objectif, t'as vu, c'est cool, tu vois. Tant que tu t'écoutes, tu débats, en vrai, c'est cool à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme je dis souvent aux gens, j'ai beaucoup d'arguments pour défendre mes positions. Mais c'est pas pour autant que j'écoute pas les arguments d'en face, tu vois. On peut me faire changer d'avis, ça m'arrive souvent de changer d'avis en live et tout. C'est juste qu'il y a des gens, des fois, j'ai tellement d'arguments pour défendre mes idées qu'ils ont l'impression que je veux les imposer. Non, c'est juste point par point pourquoi je pense comme ça. Mais donne-moi des arguments et on discute, quoi. Merci à vous, bonne soirée, bon live, bon courage et à bientôt. Et à la prochaine, merci à toi encore. Merci à toi. Et bonne soirée à tous, sauf les fans de Jeff Hardy et de Cody Rhodes, bien sûr.